De 18h à 20h tous les dimanches, toute l'actualité sportive sur Dynamique Radio avec Sport en Bref. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission du Sport en Bref sur Dynamique Radio. Votre rendez-vous tous les dimanches de 18h à 20h. Et autour de la table pour m'accompagner aujourd'hui, la première fille de l'émission, Julia Solence. Salut Julia. Bonjour Clément. Également à mes côtés, il va vous parler de NBA. Plus longuement avant de revenir sur le football, Lucas Busutil. Salut Lucas. Salut Clément. Et puis Quentin Amorim également pour nous parler du tennis. Mauvaise après-midi pour toi Quentin quand même. Ah, c'était compliqué mais bon, content d'être ici. Bonjour à tous et bonjour Clément. Allez, on va commencer juste pour vous prévenir, la route du Rhum a commencé aujourd'hui et c'est un Français qui a de fortes chances de le gagner, c'est Lecléache. Voilà messieurs, vous êtes au courant, je sais que c'est pas le sport qui vous passionne. Ce bon Armel Lecléache. Exactement. Et puis on va commencer tout de suite avec du tennis, on va revenir également sur les matchs de foot qui ont lieu en ce moment. Il y a Chelsea qui mène 1-0 à Crystal Palace et puis Saint-Etienne et Angers qui sont à deux buts partout. On reviendra également, donc on vous l'a dit, sur la NBA avec les Lakers, avec Golden State qui est vraiment en mode Warriors en ce moment, c'est le cas de le dire. On reviendra également sur les matchs de handball qui sont disputés en Champions League ce week-end. Le HBC Nantes, Paris et Montpellier étaient en train de jouer, d'ailleurs Paris joue encore en ce moment. Puis on reviendra bien entendu sur les matchs de football. La Champions League vous attend cette semaine. On va revenir sur le Paris Saint-Germain et bien sûr on vous emmènera jusqu'au match de ce soir entre Montpellier et l'Olympique de Marseille. Mais on va tout de suite commencer par une nouvelle moyenne pour le tennis mondial, on va dire ça Quentin. Victoire de Khachanov sur Novak Djokovic. On s'attendait à une victoire de Djokovic, mais Quentin, si surprenant de voir Khachanov l'emporter en 2-7 cet après-midi. Bah, je pense que ça reste une surprise pour tout le monde. Tout le monde s'attendait à ce que Djokovic l'emporte après sa bataille hier contre Roger. Mais voilà, Khachanov, comme tout au long de la semaine, a été encore une fois très solide et a obligé Djoko à jouer son meilleur tennis. Vraisemblablement, il n'avait pas l'énergie, un peu moins d'influx mental. C'est ce qui lui a manqué, je pense, notamment pour revenir dans le deuxième set. On l'a vu plusieurs fois s'arrêter, plusieurs fois un peu balancer des jeux au retour. Donc Khachanov qui l'emporte 7-5, 7-5, 6-4, Premier Master 1000 pour lui à 22 ans. On va faire un petit retour sur sa saison. Bien sûr, allez-y. Il a fait 44 victoires pour 22 défaites, 3 titres ATP, donc 2 titres en ATP 250, à Marseille en février et à Moscou il y a 2 semaines, et donc le titre du Master 1000 à Bercy. Ses grosses performances de l'année, il a notamment fait un 16e de finale à l'US Open, qui perd dans un match fou face à Nadal, je ne sais pas si vous vous souvenez, il perd en 4-7, 7-6 au 4e. Il a notamment fait aussi une demi-finale au Master 1000 de Toronto qui perd encore une fois face à Nadal et un 8e à Wimbledon où il perd cette fois-ci assez sèchement face à Djokovic. Donc c'est une très bonne année pour Khachanov qui a fait son entrée il y a maintenant 5 ans dans le tournoi pro, dans le circuit pro pardon. Et qui est rentré dans le top 100 en juin 2016 et depuis il n'y est jamais sorti et il entre dans le top 20. Il est entré dans le top 20 il y a 2 semaines et il sera lundi 12e ATP. Donc grosse performance, gros joueur à suivre pour les prochaines années de Karen Khachanov. Alors qu'est-ce qui a fait justement que Djokovic n'a pas réussi à faire la différence aujourd'hui, parce qu'on le voyait énervé à partir du deuxième set. On voit souvent Djokovic énervé quand il perd, quand il est un peu derrière, et là le fait de voir un adversaire en face qui sert très bien, qui joue sa chance à fond, qui a pas peur, qui sait utiliser le public. On sait que Djokovic il aime pas trop avoir le public derrière lui, ça a été un peu le cas en début de match aujourd'hui. Donc en fait on va dire que Khachanov a vraiment fait le match parfait et que Djokovic du coup lui ne l'a pas fait, et c'est ce qu'il aurait dû faire pour l'emporter. Donc victoire méritée de Khachanov. On va rien enlever à la victoire, même s'il était fatigué, même s'il y avait un match compliqué hier, on ne peut pas enlever la très belle performance du Russe. Il perd qu'un set durant le tournoi, il perd un set contre Isner au tie-break, il perd 11-6 contre Isner en 8e de finale. Impressionnant de la part de Vas-y, c'est juste un petit problème qu'on a dans le studio. Mais oui, Khachanov impressionnant durant ce tournoi à 22 ans. À 22 ans, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait en ce moment. Et pour moi, c'est un peu celui qui va qui tire la nouvelle génération vers le haut, avec tout ce qui est Shapovalov, avec tous les jeunes français, c'est la même chose.
Ouais, c'est ça, c'est toujours la même chose de toute façon avec les Français. On s'attend toujours à voir de grandes choses. On y reviendra justement tout à l'heure. Et puis on va parler du match d'hier également, juste avant d'entendre la réaction de Federer. Quentin, toi qui étais au match, qu'est-ce que tu en as passé de ce fameux match Djoko-Federer? C'est dur de faire un résumé rapide. C'est juste le genre de match qu'on veut suivre et qu'on aime regarder quand on est supporter, hein, qu'on soit spectateur ou téléspectateur. C'est le genre de rencontre qui vous emmène dans une sorte d'état second pendant 2-3 heures. C'est deux très grands joueurs. C'était leur 47e confrontation. À chaque fois qu'ils jouent, c'est splendide. Et là, les deux l'ont annoncé à la fin du match qu'ils ont fait. Federer a dit que il avait sûrement fait le meilleur match de sa saison. Djokovic a dit qu'il avait sûrement fait l'une de ses plus belles performances face à Federer. Voilà, et puis le scénario, 7-6 pour Djokovic, 7-5 pour Federer, alors qu'on a l'impression que Djokovic peut tuer le match en 2-7. Ensuite, c'est Federer qui met un peu de pression, alors qu'encore une fois, on a l'impression que le Serbe est plus fort du fond. Mais Federer, voilà, avec un très bon service, avec une très grosse pression sur le Serbe, arrive à l'emmener jusqu'au tie-break et il craque. Par contre, très mauvais tie-break du Suisse. Il craque complètement à la fin et Djoko qui l'emporte mérité selon moi. Et je vous propose justement d'écouter le retour de Roger Federer en anglais bien sûr. Et Lucas, vous avez le droit de nous traduire ce qui nous dit notre ami Roger Federer. Yeah, I mean, I think the level was good. Now clearly I have some regrets, when you lose a close match like this. You always had it was a good tournament, I can look back and think it was definitely worth it to come to Paris. Ouais, Roger Federer qui nous résume un peu qu'il est content de venir à Paris, tous les ans c'est la même chose, il est content de revenir à Paris, que ce soit pour Roland Garros ou pour le tournoi de Bercy, que c'est toujours difficile de perdre un match en demi-finale, un match aussi serré face à un joueur du calibre de Novak Djokovic, mais qui revient sur sa saison qui a été longue et très bonne pour lui, et puis j'espère et je pense qu'il sera de retour aussi fort l'année prochaine. Et on va revenir quand même parce que c'est pas le dernier tournoi qui se passe, le tournoi de Bercy. Il y a un gros tournoi qui attend les 8 meilleurs joueurs. On sait que Del Potro ce matin a dit qu'il ne participerait pas d'ailleurs à ce Master de Londres. Ça sera du coup Nishikori qui prendra sa place. Est-ce qu'on peut s'attendre encore une fois, pourquoi pas, un Federer en rage et qui a le gagné directement là-bas à Londres? Il l'a annoncé, c'est son objectif de fin de saison. Toute la semaine à Bercy, il l'a annoncé en disant que voilà, il était là pour se préparer, que c'est la 3e semaine qu'il enchaînait, qu'il se sentait bien, mais que l'objectif c'était vraiment ce Master à Londres. Donc il sera évidemment à 300% et c'est le dernier tournoi de l'année, c'est celui où on peut lâcher toutes les forces quand on est un joueur de tennis. C'est celui aussi où du coup on est assez éprouvé. Je pense à des joueurs comme Kevin Anderson, comme Marin Cilic qui ont une longue saison, qui ont été loin dans pas mal de tournois, qui peuvent pas se permettre comme des Djokovic ou des Federer de faire l'impasse sur certains tournois grâce à beaucoup de points. Donc c'est des joueurs qui vont arriver fatigués, mais ça va être très intéressant parce qu'on a, donc je rappelle, on a Novak Djokovic, Rafael Nadal, donc normalement, on sait que l'Espagnol a fait forfait à Bercy et qui s'est pas prononcé encore sur sa présence ou pas du côté de Londres. Il y a Roger Federer évidemment, Juan Martín del Potro qui était 4e à la race mais qui a dû s'enlever à cause de sa blessure au genou, Alexander Zverev, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem et Kei Nishikori qui revient très en forme. Ça nous annonce une très belle semaine à Londres. Mais moi je regarde une chose, c'est que la race il est un peu loin, mais Karen Khachanov justement, c'est dommage avec l'état de forme qu'il affiche actuellement en cette fin de saison. Je regrette qu'il ne soit pas présent au Masters. Maintenant, voilà, c'est normal, il est 11e à la race, je crois, après les 1000 points qu'il a eu tout à l'heure. C'est dommage. Je trouve qu'il aurait pu faire, ça aurait pu être le trouble fait de cette compétition. C'est sûr qu'il aura apporté un semblant de jeunesse parce que là il n'y a pas énormément de jeunes, à part Alexander Zverev qui a moins de 22 ans. Les autres, Dominic Thiem il a déjà 25 ans. Donc il y aura que un vrai jeune, mais Karen Khachanov, je pense qu'il est déjà très content de sa saison et que ça va lui faire aussi à lui du bien de souffler un peu. Ouais, donc vous pensez vraiment que là il voulait, quand même, on vient de gagner le Master de Bercy qui est un Master reconnu, vous pensez vraiment dans sa tête, Quentin, que voilà, il avait pas l'envie d'y aller? Ah si, je pense qu'il avait envie parce que tout le monde a envie d'y aller, mais ce que je dis c'est que je pense qu'à l'heure actuelle il est pas déçu de ne pas y aller. Faut quand même rappeler que c'est les 8 meilleurs joueurs de l'année, les 8 meilleures performances de l'année. Donc c'est quand même la crème de la crème de la crème. Là, il a commencé l'année, il était dans les 30 je crois, il va finir l'année dans les 12. C'est déjà très très bien. Et voilà, finir en plus parfaitement sur un Master 1000 comme ça, le dernier de l'année, celui où on sait que la plupart des joueurs veulent le remporter, c'est très bien. Et juste à signaler, il bat 3 joueurs présents au Master. Il bat en quart de finale Alexander Zverev qui sera présent au Master, qui est 3e, qui était tête d'affiche numéro 4, pardon. Il bat Dominic Thiem en demi et Djokovic aujourd'hui. Donc il n'y est pas, mais selon moi il avait totalement sa place. C'est sûr, mais d'autres aussi avaient bien sûr.
Oui, messieurs, vous avez tout à fait raison. Du coup, ce qu'on va faire, on va tout de suite passer aux Français qui s'apprêtent à jouer alors que but à Chelsea, égalisation de Crystal Palace à la 54e minute de jeu, messieurs. Oh Quentin, cette tête que vous avez fait. Vous étiez pas prêt à avoir Townsend Andros Townsend. C'est ça, marqué contre Chelsea. Il n'y a pas la VAR. Non, il n'y a pas la Non, VAR. il y a but, Quentin, c'est sûr, il y a but. Voilà, bon, égalisation du coup de Crystal Palace sur le terrain de Chelsea, vous avez l'air heureux. Avec Pedro qui met un poteau 30 secondes avant. C'est dur, il reste encore du temps pour Chelsea qui joue sans Eden Hazard, on le rappelle. Oui, sans Eden Hazard, ça pose vraiment un vrai problème à cette équipe de Chelsea. En tout cas, pour le moment, il y aura tout le temps de rentrer, Eden Hazard. Mais on va tout de suite passer, messieurs. On reste sur le tennis avec cette équipe de France. On va parler donc de cette présélection. Donc, c'est les joueurs qui sont présélectionnés pour jouer la finale contre la Croatie. On va pouvoir y revenir. Donc, les joueurs appelés sont, que je me perde pas, Lucas Pouille, Richard Gasquet, Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, Jo-Wilfried Tsonga et Jérémy Chardy, qui sortent du coup Benoît Paire, Julien Beneteau et Adrian Manarino. Est-ce que pour vous, Quentin, c'est la présélection parfaite pour cette équipe de France ? Je sais pas, c'est très difficile à dire. Je sais pas s'il y a une sélection parfaite. Je pense que Yannick Noah a pris tout ce qu'il devait prendre en compte pour faire cette sélection, la surface, la forme, etc. Je pense que Simon peut être déçu de pas être dans la présélection, mais avec la surface choisie, terre battue intérieure, on va dire que c'est pas la surface favorite de Simon, loin de là. On sait que voilà, c'est la surface de Chardy par exemple, c'est peut-être pour ça qu'il l'a pris en présélection, pour notamment le souligner sa bonne saison. Même si je pense que Chardy malheureusement il fera pas partie de la sélection finale. On rappelle qu'il a sélectionné ses joueurs et qu'à partir de lundi 12 novembre ils partiront tous dans le nord, à Marc-en-Barœul, entre Lille et Tourcoing, pour s'entraîner, faire une semaine de préparation dans les beaux locaux de la Fédération française de tennis. Et une liste de 5 noms sera communiquée 10 jours avant l'événement, et la liste officielle, donc c'est le 14 novembre. C'est ça. Et une liste officielle de 4 joueurs le jeudi 22, donc le jour d'avant. Moi je me mouille pour Chardy qui sort de la liste. Je me mouille pour un Chardy qui sort des. Il faut un deuxième parce qu'ils sont 6. Donc qui va enlever? Je pense pas qu'il sortira Herbert et Mahut pour le double. C'est ça à savoir, parce que si par exemple un Jo-Wilfried Tsonga n'est pas prêt pour jouer en simple, s'il s'estime pas prêt, il peut tous les jours le mettre en double, le mettre tous les jours. Il l'avait déjà fait il avait déjà enlevé. C'était Nicolas Mahut qui l'avait enlevé. Il est capable de le refaire encore une fois pour laisser Joe en double, parce que bon voilà. Imaginez s'il sort Mahut encore cette année en finale. Ah oui, mais bon, si on compare, ça serait fort. Peu importe les automatismes qu'ils ont, Mahut Herbert. Si on compare Mahut Herbert ou Jo-Wilfried Tsonga Herbert, je pense qu'il n'y a pas photo. Quand il y a un joueur comme Tsonga qui est en forme, qui sert bien, etc. Bon, ça met beaucoup plus de pression. Oui, bien sûr, ça laisse plus de pression. Du coup, on va rester là-dessus. Quentin, juste revenir sur la semaine des Français ici à Bercy, parce qu'elle est catastrophique. Il y a eu 3 Français au deuxième tour, mais c'est parce qu'il y a eu 2 rencontres entre Français déjà. C'est ça. Alors ils étaient 9 au premier tour. Il y en a 6 malheureusement qui ont été éliminés. Jo-Wilfried Tsonga qui a perdu 7-6 au troisième. C'était malheureux pour Joe au premier tour face à Milos Raonic. Hugo Humbert qui lui a été éliminé par Adrian Manarino. Herbert, Mahut, Pouille et Chardy, tous éliminés. Il y en a seulement eu 3 de qualifiés, vous l'avez dit. Il y a eu Gasquet, Simon et Manarino, mais tous éliminés au tour suivant. Gasquet d'ailleurs qui prend 6-3, 6-3 face à Jack Sock, donc un peu déçu. Simon qui lui prend 6-4, 6-2 face à Thiem, et Manarino qui perd 7-5, 6-4 face à Nishikori. Auteur d'un bon match, mais malheureusement le Nippon était au-dessus. Donc semaine compliquée pour les Français, mais à l'image de leur saison. Ouais. On a entendu plein de statistiques, plus de Français dans le top 20, là il y a plus de Français dans le top 30, c'est pas arrivé depuis très longtemps. Ça sent pas bon quand même. Voilà, plus de Français en 8ème de finale d'un Master 1000, il commence à avoir pas mal de records, mais dans le mauvais sens. J'ai l'impression qu'en plus tous les records tombent sur les Français. Gasquet sortait de 7 victoires en 10 matchs, il joue contre Jack Sock qui a gagné 7 matchs cette année, qui n'a pas enchaîné 2 victoires de l'année. La première fois de l'année où Jack Sock va gagner un 2e match d'affilée, c'est contre Richard Gasquet. C'est toujours sur un Français que ça tombe. Je me demande si c'est un problème de niveau, un problème de mentalité, mais c'est toujours sur les Français. Ouais, c'est vraiment la question qu'on se pose justement. On en parle souvent, Quentin, toi et moi, de cet effet là français, de cette mentalité. Qu'est-ce qui manque en soi? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'aujourd'hui même Djokovic, on a l'impression que la mentalité était pas forcément là. On l'a vu sur la fin du 2e set quand même.
Après, c'est dur de comparer les Non, mais Français je à compare Djokovic. juste la mentalité. Oui, mais en termes de mentalité, c'est clair que après, il y a des Français qui ont une excellente mentalité quand ils sont au top. Joe-Wilfried Tsonga, par exemple, c'est un guerrier. C'est celui qui a prouvé à plusieurs reprises qu'il était capable de battre les champions. Mais après, pour le reste, je sais pas. Vous savez, les Français, ils ont quand même des jeux atypiques. Manarino, Gilles Simon, c'est pas des joueurs qu'on va toujours, c'est pas des joueurs qui jouent en cadence. Gaël Monfils, voilà, une fois c'est excellent, une fois c'est moins bon. Donc ils ont un peu des styles de jeu atypiques. Donc voilà, leur match, c'est un peu en dents de scie, quoi. Enfin, leur saison, pardon. Moi j'ai une question pour toi du coup, c'est qui la relève? Oui, côté français, c'est qui? C'est Humbert? Je sais pas trop, c'est un peu une colle, je sais pas. Lucas Pouille, faut pas oublier que Lucas Pouille, il est né en 1994, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, Lucas Pouille, il est bien entouré, il va continuer, il a été top 20, là il redescend, il vit une phase compliquée, mais rien n'est dit que dans 2-3 ans, quand il aura 27-28 ans, il sera pas plus mature et bien plus fort. Je pense que ça reste Lucas Pouille quand même le numéro 1, celui sur lequel on peut compter pour les prochaines années. Après, faut voir les autres, faut voir Hugo Humbert. Est-ce que vous voulez de la nouvelle fraîche, Quentin? Parce que j'en ai une nouvelle sur Novak Djokovic en tout cas. Qu'est-ce qu'il a annoncé? Ouais, alors Djokovic, je vais vous citer les questions des journalistes et les réponses de Novak. Donc le journaliste demande est-ce que le jeu de service perdu quand vous meniez 3-1, 30-0 lors de la première manche aurait pu changer le cours de la rencontre à ce moment-là. Donc Djokovic menait au score, il était bien parti. Question un peu bateau. Alors la réponse du coup de Djokovic c'est oui, mais j'ai fait quelques fautes directes, un mauvais jeu. Je n'avais pas le petit plus sur mes coups comme le reste de la semaine. Et la question suivante est quel bilan faites-vous du coup de cette semaine parisienne? Et la réponse elle est claire et nette, je suis satisfait, je vais être numéro 1 mondial demain. Que demandez-vous de plus? J'ai gagné plus de 20 matchs de suite et j'ai eu 5 derniers mois de l'année incroyables. J'arrive en fin de saison avec beaucoup de confiance. Je peux rajouter quelque chose, il a même fait une petite déclaration sur Karen Khachanov en disant que c'est Khachanov qui était mérité complètement de gagner et qu'il pensait qu'on allait voir beaucoup plus Khachanov à l'avenir. Donc Quentin, là, la réaction pour vous, est-ce qu'elle est honnête? Ah oui, je pense qu'elle est honnête totalement de la part de Djokovic. Ce qu'il veut rappeler en fait, c'est que parce que là on lui pose des questions comme si c'était grave ce qui venait de se passer, comme si c'était grave d'avoir perdu une finale. Bon, faut quand même remettre les choses dans le contexte. Il a perdu 2 matchs depuis Wimbledon, il marche un peu sur tout le monde. Là il perd sur Khachanov parce que je pense qu'il est un petit peu fatigué, mais voilà, Khachanov n'est pas plus fort que lui en soi, loin de là. Donc il peut être satisfait et c'est totalement logique qu'il le soit. Il est revenu au top niveau. Si vous lui avez dit il y a 1 an, est-ce que vous pensez qu'en fin d'année prochaine vous serez numéro 1 mondial? Je suis pas sûr qu'il aurait dit oui. Faut pas oublier où était Djokovic au début de la saison. C'est ça. C'est une saison comme il perdait contre Taro Daniel, il perdait contre Benoît Paire. La saison américaine c'était catastrophique. Contre Cecchinato, à Roland Garros, il perd un match en 4-7 tellement cruel, 7-6 au 3ème. Donc oui, il ne peut que être satisfait, même si il le dit pas. Il aurait évidemment préféré finir sur une victoire dans ce Master 1000. Bon messieurs, ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir sur les résultats en direct avant de revenir sur la NBA. On va revenir sur le match d'après-midi, pardon. Nous l'oublions pas, Nantes a battu 5-0 Guingamp, la Mamita, comme on dit quand c'est le Real qui gagne sur ce score. D'un autre côté, il y a toujours 2 partout entre Saint-Etienne et Angers. À la 57e minute de jeu, ça joue aussi à Chelsea, toujours un partout entre Chelsea et Crystal Palace. En début d'après-midi, c'est Manchester City qui a battu Southampton 6-1. Ils ont laissé aucune chance les joueurs de Pep Guardiola à Southampton. Du côté allemand, c'est le Borussia Mönchengladbach qui a battu Düsseldorf 3-0. Le FC Mainz et Brême jouent en ce moment 0-0. Et puis on reviendra également tout à l'heure à partir de 18h30. La Real Sociedad recevra le FC Séville dans son jardin. Et puis la Lazio de Rome pour être complet sur les résultats de football en Serie A. Victoire 4-1 de la Lazio contre Spal. Pour le rugby maintenant, Montpellier est en train de jouer contre le Racing 92. Pour l'instant, le Racing 92 est en train d'écraser Montpellier 22-13. Et puis également en ce moment, victoire du PSG 28-26 à domicile. Donc ça c'est du handball pour la Ligue des Champions. On reviendra juste après la pause un peu plus en détail sur le rugby avec Lucas Busutil. Mais pour l'instant c'est Gringe et Aurel San qui vous attendent sur Dynamique Radio. Et oui, on reprend tout de suite sur un but. On prend l'antenne sur un but de Chelsea qui mène maintenant 2 buts à 1 contre Crystal Palace. Et du coup, ça a changé la mentalité dans l'équipe autour de la table. On est content. Quentin est vraiment surtout pour Quentin. On est content. Petit doublé d'Alvaro Morata sur une passe d'Eden Hazard. Il vient de rentrer, mais une passe dès son premier ballon. Et question du coup, Lucas, on va juste parler 30 secondes de rugby. Savoir ce que change cette victoire du Racing 92 contre Montpellier actuellement 22-13. Il reste 7 minutes à jouer. C'est une bonne victoire pour le Racing parce qu'ils sont actuellement 7ème du classement. Ils ont beaucoup
recruté cette année, beaucoup d'argent. Après la fusion avortée, on le rappelle, avec le Stade Français l'année dernière. Ils sont 7ème, ils vont peut-être remonter. Je pense qu'ils vont monter 5ème comme le Stade Français a perdu. Ils vont recoller au basket du Stade Français, donc c'est une victoire intéressante. Ils enchaînent 2ème victoire d'affilée, les Racing Men. Bon, on va revenir avec vous justement, Lucas et également Julia, sur la NBA. Est-ce que Julia, vous pouvez nous donner un peu les scores d'hier soir, ce qui a pu se passer, et Lucas à nous expliquer un peu l'importance de ces différents matchs. Alors on commence déjà avec le match de samedi. Philadelphie a pris sa revanche face à Détroit à domicile, 109-99. Les Sixers ont dominé les Pistons grâce au pivot camerounais Joel Embiid, qui a terminé meilleur marqueur avec 39 points, également auteur de 17 rebonds et 2 contres. Exactement. Alors Lucas, du coup, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces résultats cette nuit? Ouais, excuse-moi Clément. Ouais, donc Joel Embiid qui fait une énorme performance sur ses 39 points. Alors faut bien écouter, il met 33 points en première mi-temps. Il a totalement été André Drummond qui est le pivot star de Détroit avec Blake Griffin. Il a même déclaré la première fois il m'avait marché dessus. Cette fois-ci je suis rentré dans sa tête. Il jouait les mains dans le dos. Donc c'est un peu. De toute façon on le connaît, Joel Embiid, c'est quelqu'un qui faire peur un peu. Il trash talk tout le temps. Voilà, c'est un peu à la Kevin Garnett, il trash talk beaucoup. Mais superbe victoire de 10 points de Philadelphie qui se relance un peu, ils sont en difficulté depuis le début de l'année, on les attendait beaucoup, mais c'est encore une équipe assez jeune qui a du mal à démarrer ses matchs. On voit là Dario Saric qui met que 5 points, on voit Ben Simmons qui fait 9 points, 5 rebonds, 6 passes. Moi je m'attendais à un Ben Simmons, comme on en parlait cette semaine, un Ben Simmons qui prend des shoots, là il en a pas pris encore à 3 points cette saison. Ouais. Donc c'est moyen pour le moment. Ils gagnent face aux Pistons, ils sont pas forcément une équipe favorite de la NBA. Mais ils gagnent, au moins ils font l'essentiel, c'est de gagner. Côté Pistons, il y a les 38 points de Blake Griffin encore qui est exceptionnel cette saison et qui va sûrement terminer All-Star. Et justement, en parlant de choses exceptionnelles qui se passent en NBA, on a vu cette semaine le nombre de records de 3 points tombés. C'était pour Klay Thompson avec les Warriors avec 14 3 points marqués. Il a surpassé son coéquipier Steph Curry. Et puis hier, un nouveau record est tombé, Lucas, c'est Embiid cette fois. Oui, comme je l'ai dit, Embiid qui met 33 points en une mi-temps. C'est le plus gros total pour un joueur de Philadelphie dans l'histoire sur une mi-temps. Pour sa franchise. Pour sa franchise, bien sûr, pour sa franchise. Alors après, il se fait un peu éteindre, il met 6 points en deuxième mi-temps, c'est pas énorme. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs s'adaptent. En général, quand un joueur est en feu, comme on dit on fire, on s'adapte et on défend beaucoup plus dur sur lui. Ce qui a permis aussi aux autres joueurs de se libérer et d'avoir plus de ballons. Donc il a servi aussi de son équipe autrement en deuxième mi-temps. Mais Joel Embiid, si je dis pas de bêtises, il avait annoncé cet été qu'il souhaitait être MVP, je crois. Donc on sait qu'en NBA, il y en a beaucoup qui postulent à ce poste. Est-ce que c'était pas un peu présomptueux de sa part? C'est très présomptueux, donc, mais il veut être monstrueux. C'est à l'image du personnage. C'est à l'image du personnage, sauf qu'il y a un monsieur qui s'appelle Kevin Durant. Ouais, et puis il y a Kevin Durant, et puis il y a Harden, et puis il y a Westbrook, et puis il y a Curry, et puis il y a LeBron. Et puis il y a les Browns. Ah oui, n'oublions pas quand même The King. Non, c'est vrai. Il y a énormément de monde, et c'est pour ça que je pense qu'il le sera pas et que ce sera compliqué, à moins que Phila fasse premier ou. Non, mais même. Il le fera pas parce que aussi c'est un pivot. Et qu'on met pas assez en valeur les joueurs de grande taille dans la NBA actuelle. C'est une NBA qui court beaucoup, qui va vite. On va privilégier les meneurs, les arrières, les ailiers, mais pas forcément les pivots. C'est un troisième but de Chelsea contre Crystal Palace au moment où on parlait de NBA et de MVP. Troisième but pour les Londoniens, et but cette fois de Pedro après avoir et d'ailleurs Hazard est rentré et passe décisif pour Morata sur le deuxième but et Pedro sur le troisième but des joueurs de Chelsea. Voilà ce qui se passe pour le moment du côté anglais. On va retourner donc du côté de la NBA et on va parler des problèmes de monsieur Derrick Rose ainsi que de Butler, parce qu'en ce moment ils sont pas en grande forme ces deux joueurs. Bah c'est en ce moment, Derrick Rose, on revient un peu sur il revient sur Derrick Rose après 7 ans de blessure, il a fait une performance exceptionnelle il y a 3 jours en mettant 50 points, son record hockey qui était de 42 avant. Là, dernier match, il rentre, il met un shoot, il se blesse au pied. Alors je sais pas si c'est une blessure importante, on n'a pas forcément eu de retour pour le moment. On sait pas si c'est aussi la décompression, on sait que c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur l'intensité émotionnelle. Donc voilà, il est blessé. Et Jimmy Butler, c'est depuis le début de la saison, il était annoncé il est en instance de départ en fait depuis le début de la saison. Personne ne le veut, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il a une mentalité très particulière. Jimmy Butler, c'est quelqu'un de très individualiste. Ils étaient en discussion avec Miami. Ils voulaient Josh Richardson en échange. Josh Richardson qui vient de mettre 38 points cette nuit, donc c'est un ailier de 23 ans qui s'adapte à tous les postes, qui est très fort.
moins fort que Jimmy Butler selon moi, mais qui est plus un joueur d'équipe. Donc le problème maintenant c'est le vestiaire. Personne ne s'entend avec Jimmy Butler dans le vestiaire. Et on l'a vu, juste un truc, quand Derrick Rose met les 50 points, on a des images du vestiaire. Le seul qui est absent, c'est Butler, et on voit tous les joueurs faire la fête ensemble. Parce qu'il est pas là ou parce que... Il était pas là, il était chez lui, il était en arrêt maladie. Il est pas venu, ils étaient à domicile. Hein. Il est pas venu, il a décidé de pas venir, et on a vu l'ambiance dans le vestiaire totalement meilleure. Ouais, c'est le problème que peuvent avoir ce genre de grands joueurs, justement, c'est de mettre un peu le bazar pour être correct dans un vestiaire. Justement, en parlant de vestiaire, je vais pas rentrer directement du côté des grands joueurs, mais du côté des Français. Cette semaine, que s'est-il passé en NBA, Lucas, pour nos franchises? Parce que je crois savoir que Tony Parker a fait une très bonne semaine. Très bonne semaine pour Tony, qui a changé d'équipe. On le rappelle, qui est passé de 20 ans aux Spurs à l'équipe de Charlotte, l'équipe de Michael Jordan. C'est le nouveau coéquipier d'ailleurs de Nicolas Batum. Très belle semaine pour Tony, qui met 24 points il y a 4 jours, qui en met 12 cette nuit, qui est le backup. Un backup, c'est le remplaçant de Kemba Walker à la main. Kemba Walker qui a dit, qui le répète depuis le début de la saison, qu'il est heureux de la présence de Tony Parker, qui est un peu le rôle de père spirituel, tout ce qu'il a pu emmener. Tout le monde le dit dans l'équipe. Bien sûr, même Michael Jordan s'est exprimé, c'est la plus belle recrue de l'année, limite la plus belle recrue qu'il a faite depuis qu'il est à la tête des Hornets. Avant c'était les Bobcats, maintenant c'est les Hornets. Une légende ne meurt donc jamais. Ah mais jamais. Maintenant là il lui reste 2 ans, on sait qu'il mettra plus 30 points en finale NBA. De toute manière les Hornets n'iront pas en finale NBA, mais il mettra jamais 30 points dans un match. Mais c'est une solution magnifique pour les Hornets, et je pense que les Spurs se mordent les doigts. Parce qu'on se rappelle que les Spurs ont perdu Dejounte Murray, le meneur titulaire pour toute la saison, ils n'ont pas de meneur. Et avec Tony Parker à la main et avec DeRozan et Aldridge derrière, ça serait pas la même histoire à San Antonio. Et en plus de ça, c'est très important dans un groupe d'avoir ce genre de joueur qui a une expérience depuis 15 ans en NBA, qui a été coaché par Popovich. C'est vraiment un joueur qu'on apprécie dans le vestiaire. C'est quelqu'un qui conseille beaucoup les joueurs, il aide beaucoup les jeunes, il les aide à s'adapter, il essaye de faire en sorte que chaque joueur soit en confiance, et ça se ressent un peu dans le jeu, même si encore une fois les Charlotte font une saison, encore une fois c'est un peu c'est une fois c'est bien, une fois c'est moins bien. À l'image de Nicolas Batum, qui a annoncé cette année, donc notre autre français des Hornets, qui a annoncé vouloir être un peu le leader offensif de l'équipe, et qui est pour le moment à 10 points de moyenne, qui fait encore que 8 points hier, qui ne prend pas assez ses responsabilités selon moi en attaque. Faudrait qu'il se réveille parce que... Il prend peut-être pas ses responsabilités en attaque, mais si Tony Parker est aussi allé à Charlotte, parce que Batum était là. Je pense qu'il va pas au Charlotte Hornets sinon. Je sais pas si c'est la raison première. Alors c'est un des facteurs sûrement de jouer avec un autre Français. Ça lui est déjà arrivé à San Antonio avec Nando De Colo, avec Boris Dio, avec Yann Maïmi aussi. Ça lui est arrivé il y a un peu plus longtemps. Maintenant, je pense pas que ce soit là pour ça. Il faut aussi savoir que Charlotte c'est en Caroline du Nord. Il y a le beau temps, c'est sur la côte est. Il change pas de conférence. Il est pas très loin de San Antonio. C'est le club de Michael Jordan. Il y a plein de choses aussi qui rentrent en compte. Et il a un contrat de 2 ans garanti. Personne ne lui proposait un contrat de 2 ans garanti. Tout le monde lui proposait un contrat d'1 an. Là, il a 2 ans sur garantie. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi le fait de l'arrivée de Tipeee, notre Tipeee national aux Hornets. Et puis on va également parler des autres résultats avec vous, Julia Solence, des autres résultats NBA. Oui, donc hier soir, les Lakers se sont imposés face à Portland 114-110. Avec un gros LeBron James. Exactement. Après avoir mené de 20 points jusqu'aux 8 dernières minutes, les Blazers ont resserré le score avant le coup de sifflet final. À noter que grâce à cette victoire, les Lakers mettent fin à une série de 16 défaites consécutives face à Portland. Ouais, et un bonbon qui est à 28 points, 5 rebonds, le bon LeBron avec 2 contres. Et à signaler Brandon Ingram qui retourne dans le 5 des Lakers, qui était revenu de suspension il y a 2 matchs, qui a joué le premier sur le banc et qui est de retour dans le 5. Et du coup c'est Rondo qui en paye les frais. Lonzo Ball a pris la place de Rajon Rondo dans le 5. Un Lonzo Ball qui fait une piètre performance hier soir avec seulement 3 points et 3 passes. Et les Spurs confirment et continuent leur bonne lancée. Ils enchaînent sur une 4e victoire face aux Pelicans cette nuit. Après un bon début de saison, rien ne va plus justement pour les Pelicans qui enchaînent leur 5e défaite cette saison. Ouais, Anthony Davis qui a du mal à revenir de sa petite blessure au pied. Il a manqué les 2 derniers matchs. Il est revenu, il a mis 17 points cette nuit. Ça n'avait pas été suffisant. On sait que San Antonio a un pouvoir offensif exceptionnel cette saison avec DeMar DeRozan et LaMarcus Aldridge, 2 des meilleurs attaquants de la ligue. Toujours pas de meneur, mais Bryn Forbes qui fait le travail, qui met 7 points mais qui distribue 7 passes. Donc intéressant pour les Spurs. Est-ce que les Pelicans ne sont pas une Davis dépendance? Parce que dès qu'il n'est pas là, ça devient pas très compliqué. Alors, pour te répondre, ils ont pris Julius Randle des Lakers l'année dernière. Moi que je trouve très bon. Qui est très bon, mais qui n'est pas Anthony Davis. Qui n'est pas un franchise player. C'est un mec qui est à côté d'un grand joueur. Mais quand il est tout seul sur le terrain, il ne peut pas tout faire tout seul. Il fait souvent des stats quand même, par contre. Oui, il fait des stats, mais c'est là qu'il y a DeMarcus Cousins prenait le relais d'Anthony Davis quand il était aux Pelicans, tu vois.
Donc pour moi, il manque encore un joueur star dans cette équipe pour que ça soit vraiment une équipe. Il y a encore une grosse performance de Rosanne avec 26 points. Ouais. Justement, on va parler de l'ancien club de Rosanne, puisque je prends le pari, Lucas, que vous vous levez pour 3h30 ce matin. Ah, oui, 3h30 ce matin. Lakers contre Toronto à 3h30, gros match en attente. Et oui, LeBron James sera de retour face à Toronto donc cette nuit. Et puis pour les autres matchs, juste avant de parler des Warriors, Washington affrontera les Knicks de New York. Les Nets également affronteront Philadelphie. Philadelphie qui jouait il y a 2 jours, me semble-t-il, avec une grosse victoire hier soir à 18h30. Les Spurs également, on en parlait tout à l'heure, joueront contre les Orlando Magic du français Evan Fournier. Et puis les Suns et Memphis vont également jouer contre. Et puis les Suns, j'étais en train de parler de ça. Portland, Minnesota également. Le match en ce moment, alors que ça commence à devenir fou sur les terrains de ligue. 2 buts en quelques instants, et oui, 2 buts mais des deux côtés, parce qu'à la 71e, Baoken a marqué pour Angers sur une passe de Flavien Tay. Et puis eh bien c'est Manso, le défenseur de Saint-Etienne, qui a répondu à sa propre équipe en marquant contre son camp. 3 buts partout pour le moment. Et donc on va retourner à nos moutons, retourner du côté de la NBA. On va traverser l'Atlantique, Lucas, et même encore aller plus loin, parce qu'on part à la conquête de l'Ouest, à San Francisco exactement, pour parler des Golden State Warriors qui sont inarrêtables. Exactement, Golden State. Écoutez, moi en début de saison, je me suis demandé si ça allait autant partager le ballon que l'année dernière. DeMarcus Cousins est arrivé, mais il ne jouera pas avant janvier, même si on annonce qu'il pourrait peut-être de retour pour les matchs de Noël, parce que sa blessure avance bien, il est de nouveau sur pied, il a commencé l'entraînement à 55. Golden State, on l'a vu, le record de Klay Thompson cette semaine, 14 sur 24 à 3 points. Il nage sur l'eau, en même temps en ayant des stars à tous les postes. C'est normal. C'est ça. Ils ont vraiment une très grosse équipe. C'est moi celui qui m'impressionne le plus cette année, même si je suis peut-être pas trop objectif parce que je l'adore, c'est Stephen Curry en fait. Je trouve qu'il s'est vraiment remis de sa saison dernière qui a été compliquée avec pas mal de blessures, où il a été au final, il est revenu que sur la fin, mais le rythme en fin d'année est beaucoup plus élevé qu'en milieu au début d'année, donc il a eu un peu de mal. Et là, cette année, il a eu le temps de se préparer, il a fait une très bonne préparation, on sent qu'il est très bien physiquement et qu'il est vraiment en phase avec son shoot, et que quand Curry est en phase avec son shoot, ça fait beaucoup de dégâts. Quand Curry est en phase avec son shoot, je vois pas qui peut battre les Warriors tout simplement. Peut-être si LeBron est en forme aussi en face. Le problème, c'est que les 4 coéquipiers de Steph Curry, ils sont monstrueux, alors que les 4 coéquipiers de LeBron James, sans vouloir leur manquer de respect, sont un peu en dessous. Oui, Lucas. Moi, j'aimerais juste rajouter quelque chose. On parle de Stephen Curry, de Kevin Durant, de toutes les stars, mais il y en a un à Golden State qu'on ne connaît pas. C'est Alfonso McKinney. Ça fait 5 ans qu'il a été il est pas drafté, ça fait 5 ans qu'il joue en G-League, la ligue de développement. Il a été signé cette année en two-way contract. Le two-way contract, c'est un contrat qui permet à des joueurs de G-League de venir 40 jours en NBA, dépasser cette limite. S'il est pas signé, il retourne en G-League. D'accord. Cette année, il a 13 points de moyenne en sortie de banc. Il est inconnu. Personne ne le connaît. On le compare à Trevor Ariza, qui est un ancien joueur des Rockets, qui est maintenant aux Suns. Donc un très très bon joueur. La période des 40 jours, elle est passée là ? Pas encore. Non, pas encore. Je crois qu'il a une trentaine. Ça fait 3 semaines que ça commence. Je crois qu'il est dans les 30 jours. Mais je pense qu'il va forcément avoir un contrat. Alors ça sera un contrat vétéran, parce qu'il a déjà 26 ans. Donc un contrat vétéran, c'est à partir de 25, c'est des contrats à $650 000. Bon, c'est une grosse somme, mais pour la NBA, c'est pas grand chose. Mais retenez ce nom, parce que je pense que c'est quelqu'un à suivre, c'est quelqu'un d'intéressant. Oui, et messieurs, on va du coup revenir sur les résultats qui sont en cours. On le rappelle, Saint-Etienne-Angers, ça fait 3 buts partout. Chelsea est en train de mener contre Crystal Palace 3-1. Juste avant, Manchester City, on le rappelle, a battu Southampton 6 buts à 1. C'est bientôt fini au stade Pierre Coubertin à Paris, où Paris est en train de mener 33-31. On est dans la dernière minute de jeu, on y reviendra juste après la pause. C'est le premier carton également, on en parlait tout à l'heure, la Jeep League, où Levallois est en train d'affronter Nanterre 92, c'est le match d'Île-de-France. Pour l'instant 15-14 pour Levallois, et puis c'est terminé. Le Racing 92 a écrasé Montpellier au rugby 27-13 juste avant c'est Lyon qui a battu le Stade Français 41-6. Mais tout de suite, comment puis-je oublier, messieurs, nos plus beaux souvenirs ensemble, puisqu'on va partir sur 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Et on a les yeux qui brillent avec les Français au handball, avec la Ligue des Champions. On y revient tout de suite avec Lucas, parce que ça y est, Paris a gagné et Paris est premier de cette poule A, Lucas. Et ça y est, Paris vient de gagner contre Szeged, je le dis bien, Clément. Oui, Szeged, tout à fait. Contre Szeged 33-31 à domicile. Le PSG est désormais premier de sa poule, devant Szeged justement, le PSG qui fait un sans faute, 6 victoires en 6 matchs.
Echeguet qui perd sa première rencontre. Hein. Le PSG qui est la meilleure attaque de ce groupe avec 194 buts marqués. Très intéressant, même si on sait que le recrutement était fait pour la Ligue des Champions. Et puis également, hein, dans cette poule A, il y a la plus belle équipe française, en tout cas, dans la plus belle ville de France également. Le HBC Nantes a gagné hier, messieurs. Et bah, après un 5-0 en Ligue 1, et bah, la veille, c'était le HBC Nantes qui battait Zagreb à domicile 23-20. À noter, hein, du côté de Nantes, 4 buts de Nicolas Clerc et 5 buts de Kirill Lazarov. La marque assez bien répartie, hein, dans l'équipe. Monstrueux, je tiens quand même à le préciser pour avoir regardé le match hier. Hein. Monstrueux Nicolas Clerc. Personne ne pouvait passer dans la défense nantaise grâce à ce joueur. Également Olivier Gnocas, hein, qui a été monstrueux. Olivier Gnocas qui en met 3 et Nicolas Tourna, un joueur que je suis de plus en plus, que j'aime beaucoup. Nicolas Tourna qui joue en équipe de France. Hein. Je trouve que c'est le type de mec qu'on ne voit pas arriver, mais qui est vraiment très bon. Il me fait penser à Ludovic Fabregas, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ludovic Fabregas qui était à Montpellier, qui est à Barcelone cette année, donc c'est un pivot, c'est-à-dire c'est le joueur qui va se mettre dans la défense, qui va essayer d'embêter les défenseurs adverses pour pouvoir tromper le gardien. Enfin voilà. Et du côté de Zagreb, juste à noter les 5 buts de Horvat et les 3 buts du Belge Kerimi. Donc pour l'instant le classement du coup, alors je reprends le classement, excusez-moi. Alors Nantes 3ème qui a 3 victoires et 3 défaites, qui a battu donc Zagreb, qui est avant-dernier du groupe. Zagreb qui est à 1 victoire, 1 nul et 4 défaites. Nantes qui a marqué pour l'instant 189 buts et en a pris 173, donc de bon augure pour Nantes qui se relance un peu, qui n'a pas eu un début de saison facile en championnat ou en coupe européenne, donc une bonne relance pour l'équipe de Nantes. Et puis Montpellier, hein, qui a joué également hier, et ça sent pas bon du tout pour les coéquipiers de Vincent Gérard, le gardien de Montpellier de l'équipe de France. Comment passer d'une finale de Ligue des Champions et même d'une victoire à la dernière place, et la victoire finale contre le HBC Nantes, excusez-moi, à une dernière place avec 0 victoire et 1 nul en 6 matchs. C'est catastrophique pour Montpellier. Donc nul hier donc. Hein. Qui n'a pas perdu forcément ses meilleurs joueurs, hein. Qui a toujours Guigou, qui a toujours les... Fabregas n'est plus là. Ouais, Fabregas n'est pas là, mais ils ont quand même Kaptichnik, ils ont quand même Valentin Porte qui est encore là, international français, le fils de Jackson Richardson qui est là, qui est en plan de 6 hier soir. C'est quand même une équipe solide, Montpellier. Une équipe qui est référencée au niveau français, au niveau européen. Et en face, c'est Kristianstad, une équipe que moi je ne connaissais pas du tout. Kristianstad, je peux te le dire, Lucas, c'est une bonne équipe qui était déjà là l'année dernière, que Nantes a pu jouer, et Nantes en a bavé d'ailleurs. D'accord, bah écoutez, en attendant, les deux sont dernières du groupe avec 1 point. Un groupe dominé par le Vardar qui a 5 victoires et 1 défaite, et avec Barcelone, 4 victoires et 1 défaite. Barcelone qui a beaucoup de joueurs français, dont le Doc Fabregas dont on a parlé. Oui, on va parler maintenant de route, hein, de véhicules et de gros bruit avec Julia Solange. C'est de ça dont vous aimez parler, Julia. Exactement, toujours. Avec le 5e titre, c'est officiel, de notre ami Hamilton. Qu'est-ce qu'on peut en dire justement d'Hamilton ? Est-ce que c'est si surprenant que ça qu'il gagne, même si on sait que Bottas l'a beaucoup aidé sur certaines courses ? Non, alors pour cette saison, c'est totalement normal, parce qu'encore l'année dernière... Ouais, un petit problème en studio. Allez-y, Julia. L'année dernière, c'était beaucoup plus serré, mais cette année, Vettel a eu quand même énormément de problèmes mécaniques, notamment sur sa Ferrari. Donc non, c'est totalement justifié. Il a déjà sacré pour la 5e fois de sa carrière champion du monde, alors qu'il reste encore 2 Grands Prix, puisque le prochain, c'est celui du Brésil le 11 novembre. C'est la semaine prochaine, je me suis renseigné. Exactement, c'est la semaine prochaine, voilà. Et le dernier Grand Prix de la saison sera celui d'Abu Dhabi, comme tous les ans d'ailleurs. Donc non, titre totalement justifié. Alors évidemment, Bottas, sur certains Grands Prix, il y a eu même énormément de... Ça a beaucoup fait parler, ça, que Bottas laisse sa place pour qu'Hamilton puisse être sacré plus rapidement. Mais victoire... 5e titre totalement mérité, et maintenant je pense que Lewis va partir à la conquête de 7 titres pour égaler le grand Michael Schumacher. Oui, Lucas, je voulais réagir. Moi j'aimerais bien savoir, Julia, quel bilan on peut tirer des pilotes français cette année ? Alors cette année, c'est quand même... Papa, on va réagir comme ça. Hein. Ça fait oui, on va dire que les Français ont du mal, mais c'est pas nouveau. Ça fait quand même de très longues années maintenant, parce qu'il faut rappeler que déjà le dernier Français à avoir gagné un Grand Prix, c'était Olivier Panis en 96. Donc ça remonte quand même. On était à peine nés, messieurs. Voilà. C'est déjà avant le dernier grand chelem des Français au tennis. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. 1993. C'est 83. Voilà. Yannick Noah. Donc en F1, c'est un petit peu laborieux côté français, et je pense par contre que ça va être très très intéressant la saison prochaine, puisque Charles Leclerc a signé chez Ferrari. Donc du coup, ça va rouler plus vite normalement. Charles Leclerc, le monégasque. Oui, c'est ça. Il est pas français. Bon, il faut arrêter. C'est vrai. Non mais quand Monaco font une demi-finale de Ligue des Champions, t'es bien content de dire qu'ils étaient français. Donc on prend tout ce que c'est vrai, tu as raison, parce qu'il n'a pas la nationalité française et il a bien la nationalité monégasque. Mais donc c'est vrai que pour les vrais Français, Esteban Ocon par exemple. Pour les vrais Français. Pour l'instant, c'est tellement dur. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu avant d'avoir un podium français.
Bon, on vous rappelle juste les résultats, on va parler de football juste après, en Ligue des Champions, puisqu'il s'est passé bien entendu cet après-midi. Ça nous intéresse nous forcément, parce que ce qui s'est passé cet après-midi intéressera la Ligue Europa, ce sera jeudi soir, on rappellera les matchs et tout ce qui peut vous en suivre, donc restez bien avec nous. On rappelle donc que le Borussia Mönchengladbach, oula, ça c'était excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé dans ma bouche, 3-0 contre Düsseldorf. Manchester City gagne 6-1 et puis c'est quasiment fini à Chelsea qui mène 3-1. Il reste 5 minutes en Ligue 1 où Saint-Etienne et Angers font match nul, 3 buts partout. Levallois reçoit toujours Nanterre, c'est le début du deuxième quart-temps, 29-22 pour Levallois contre Nanterre. Et puis on le rappelle, Lyon a battu le Stade Français en rugby 41-6, et dans ce même top 14, le Racing 92 a battu Montpellier 27-13 dans l'Hérault. Et puis on l'a dit, le Paris Saint-Germain s'est terminé, a battu Szeged 33-31. Les Français sont en forme au niveau du handball, c'est pas forcément le cas partout, mais là en tout cas on en profite. Là je vous laisse profiter de la chanson de Youssoupha par amour, qui va faire plaisir, je le sais, à Lucas Busutil présent ici. C'était Youssoupha fit Quentin Amorim et fit Lucas Busutil, mais juste en revenant. But à Saint-Etienne, 4-3 pour les Stéphanois contre Angers. Et messieurs, qu'est-ce qui se passe à Saint-Etienne? C'est la folie. 7 buts. Et cet après-midi, on a eu un 5-0 de Nantes, un 4-3. 12 buts en 2 matchs. Incroyable, hein? Incroyable. On va pouvoir y revenir dans quelques instants, alors que certaines musiques se mettent en fond de mon ordinateur, pour tout vous dire. On revient tout de suite sur le match de basket, là où Lucas, vous allez pouvoir nous éclairer pour l'instant. Levallois mène 31-30. Non, maintenant, voilà, Nanterre vient de repasser devant à l'instant. 33-31. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les résultats pour nous expliquer un peu ce qui est en train de se passer en JP Elite? C'est comme ça qu'il faut appeler la Pro maintenant. Elite depuis l'année dernière, le sponsor principal de la Pro. Alors 33-31 pour le moment pour Nanterre contre Levallois, et pas Paris-Levallois, hein, mais à méditer sur ça depuis l'année dernière, c'est Levallois, l'ancien club de Boris Diaw. Donc Levallois qui est 3ème du classement pour le moment avec 5 victoires et 2 défaites. Alors c'est pas comme en NBA, hein, le classement, c'est vraiment, il y a que 23 ou 24 matchs en Pro A, c'est un coefficient, bref, c'est compliqué, mais c'est pas la même chose qu'en NBA. Donc Levallois est 3ème et Nanterre est 11ème. Nanterre qui est un peu en dent de scie en ce moment, qui fait victoire-défaite, alors que par Levallois est assez régulier, une équipe assez solide et qui est un peu un des outsiders de la compétition, même si on sait que Villeurbanne est le favori avec une seule défaite en 8 matchs. Justement, est-ce qu'on peut parler un peu du bas du classement, Lucas, parce qu'on attendait Cholet Basket avec son nouveau coach cette saison, et Cholet Basket qui n'y arrive pas. Est-ce que vous avez pu voir des points noirs pour cette équipe choltaise? Cholet Basket, c'est simple, hein, sur les 8 derniers matchs, il y a une seule victoire. C'était contre Fos-sur-Mer qui est une des plus mauvaises équipes qui vient de monter en première division. Ils viennent de perdre contre Gravelines 87-83, ils ont perdu contre Limoges 84-76, ou encore contre l'élan béarnais 63-70. Donc c'est compliqué, hein, pour Cholet qui est une terre de basket, hein, c'est bien connu, qui a formé de grands joueurs comme Rudy Gobert. 2010 champion de France et 2011 finale perdue contre Nancy. C'est ça, le SLUC Nancy qui est dans les fins fonds de la 3ème division française de basket. Ça fait mal ça aussi, hein, vous savez, c'est un peu comme le foot, hein, quand il n'y a plus d'argent. Quand on va plus au CR, Lens, c'est la même chose. Et après, à l'image du basket, comme c'est un sport un peu moins médiatisé, avec un peu moins d'argent, ça fait moins écho, mais c'est toujours pareil, il y a des vrais clubs et des vraies villes qui sont ruinés et qui tombent dans les divisions inférieures et qui ne peuvent pas remonter. Mais en tout cas pour Cholet c'est dramatique ce qui se passe. Et maintenant il est l'heure d'ouvrir notre page football avec ça, c'est fait. Chelsea qui a battu Crystal Palace 3-1. Chelsea qui repasse donc 3ème de première ligue. 3ème ou 2ème, je suis en train de chercher. Parce que Liverpool a fait match nul hier, donc ça peut changer. Il repasse 2ème du coup. JDR City. Ouais. Saint-Etienne, Angers, 4-3 pour les Stéphanois. On est à la 92e minute de jeu, mais on va tout de suite commencer, messieurs, par le FC Nantes et la réaction d'un supporter. Victoire des Canaries à la Beaujoire, 5-0 contre Guingamp. Qu'en ont pensé les supporters, et ce que pensent en tout cas les supporters de l'arrivée de Vahid Halilhodzic, parce que depuis l'arrivée d'Halilhodzic, c'est 3 victoires, une seule défaite pour les Nantais. J'étais l'un des premiers à vouloir soutenir Cardozo, mais là franchement ce que Vahid met en place, là il me fait ravaler ce que j'ai dit. Parce que sincèrement là Vahid, là je trouve qu'il met de l'envie. À mon avis à la mi-temps il a dû bien remonter les joueurs, remettre bien tout en place et leur redonner envie, parce qu'en première mi-temps c'est pas ça, mais au retour de la deuxième à mon avis il a dû bien, sincèrement je pense que Vahid il a mis quelque chose en place de bien. Et après ce qu'il faut, attention, hein, faut pas s'enflammer, parce que bon les équipes qu'on s'est tapées là, bon c'était Amiens, c'était Toulouse, c'était Guingamp, on verra contre une grosse équipe. Déjà à Rennes, on verra bien déjà à l'extérieur contre une équipe qui joue un peu plus le tableau.
Et donc avant le Stade Rennais, comme on le disait, Nantes a commencé son tour des derbies, parce qu'ils ont joué contre Guingamp. Ils vont à Rennes la semaine prochaine avant de recevoir Angers. Julia, justement, je voudrais avoir votre retour sur le match de l'après-midi, un énorme FC Nantes. Oui, là on voit justement qu'ils remontent un petit peu par rapport au début de saison. Voilà, maintenant ils sont à la 10e place, donc c'est pas mal. Et puis on a aussi un Salah en pleine forme, qui a même devancé Neymar au classement des buteurs. Salah supérieur à Neymar, tout le monde le sait. Salah supérieur à Salah. Oui, Mohamed Salah, encore mieux que Mohamed Salah. Pas mal. Mais Ballon d'Or, je pense, en 2019, Emilio Salah, non? Donc voilà, c'est vraiment, on peut dire un Nantes qui remonte en forme. Ouais, c'est vrai, mais surtout qu'on voit qu'offensivement, avec Kochkilia, Limbombe et puis Salah, Lucas, c'est parfait pour le moment. En fait, c'est au niveau des buts marqués, c'est pas des buts venus d'ailleurs, c'est pas des buts avec des actions fantastiques. C'est contre Guingamp en même temps. Oui, non, mais faut les marquer les 5 buts quand même. Paris n'a pas mis 5 buts contre Guingamp. C'est ça, mais au niveau de la défense, c'est pas non plus pas la meilleure défense de France. Guingamp restait sur 6 matchs sans défaite, avec 4 matchs nuls. Souvent des 0-0. Donc autant dire que Guingamp n'a pas l'habitude de prendre des buts. Exactement, et ils défendent à 5, donc c'est qu'il y a quand même de la présence. Donc c'est que les Nantais sont beaucoup plus précis depuis certaines semaines. Alors je sais pas si c'est Ali Lodic qui apporte ça, ou est-ce que c'est les joueurs qui se sont enfin réveillés, mais en tout cas on voit que Nantes commence à se réveiller, et c'est intéressant vu la composition. Faut juste une chose avant de finir ce débat, faut juste embrasser Grégoire Mazan qui était là la semaine dernière. Gros bisous, franchement on pense fort à toi, et puis voilà, bonne chance, mon courage. Mais pour revenir sur ce qu'a dit le supporter, ce qui est intéressant, c'est de voir le changement d'intensité, en fait, le changement au niveau de l'équipe, les milieux de terrain, les défenseurs, tout le monde court, tout le monde se tape un peu pour l'autre, et c'est ce qu'on voyait pas avec Cardozo. Donc est-ce que après les joueurs le faisaient exprès parce qu'ils s'entendaient pas ou parce qu'ils étaient pas trop pour le système de Miguel Cardozo? Ça arrive souvent d'ailleurs, c'est souvent ça. C'est d'ailleurs dommage parce que c'est malheureux, parce que du coup c'est l'entraîneur qui prend alors que c'est les joueurs qui s'adaptent pas. Mais bon, là, tant mieux pour les supporters nantais, tant mieux parce que là c'était très compliqué. Oui, Lucas, mais tu dis que les joueurs qui s'adaptaient pas au système de Cardozo. Mais Rongier. Attendez, faut juste se remettre en forme quand même. Cardozo voulait une équipe ultra offensive. Oui, ça oui. Avait-il juste les joueurs? Parce que concrètement, pour moi, il n'avait pas les joueurs. Il voulait être trop offensif et derrière, ça craignait beaucoup quand même. On prenait beaucoup de buts à Nantes. Dans l'esprit, c'est un 4-2-3-1. Là, c'est la même 4-2-3 mais qui a Rongier en 10. Alors, je sais pas si justement, ça change tout. Bah oui, ça change tout parce que le milieu de terrain, du coup, devient monstrueux. Voilà, donc est-ce que c'est l'état d'esprit des joueurs ou c'est vraiment qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans ce système-là? Mais moi, je pense que c'est vraiment qu'ils n'adhéraient pas au discours de l'entraîneur et qu'Ali Lodic a réussi à les prendre. Non, mais après, des fois, c'est même c'est pas forcément fait exprès aussi. C'est que des fois, quand le système ne plaît pas, inconsciemment, en fait, l'équipe y arrive moins ensemble et ils vont moins forcément s'entendre sur le collectif, ça va moins fonctionner. Donc après, c'était pas forcément contre Cardozo, en fait, c'est ça. Ouais, et j'ai un retour moi de Vaïd Halilhodžić qui a parlé à la presse donc après le match. Je vais vous lire donc les propos du nouvel entraîneur nantais depuis donc le match contre Bordeaux. Je suis fatigué, mais c'est une bonne fatigue. Je vous le dis franchement, je ne m'attendais pas à tout ça. Mais il faut féliciter tout le monde qui a contribué à cette belle série de succès et surtout les joueurs qui ont accepté mon travail, qui écoutent. Ils ont été récompensés. Il faut savourer cette victoire qui nous donne pas mal d'espoir pour la suite. Mais il faut garder beaucoup d'humilité, prendre les matchs comme ils viennent. Surtout le prochain, le derby contre Rennes, ce sera aussi un match qu'il faudra bien gérer et ça risque d'être très compliqué quand même de gérer ce match contre Rennes quand on connaît le passif entre ces deux équipes et c'est souvent Rennes qui l'emporte. Ça va être chaud, mais je pense que c'est où? C'est à Rennes? C'est à Rennes, ce roi. C'est à Rennes. On sait que voilà, un Rennes chez eux, ils sont capables de gagner 3-0 et perdre 3-0, peu importe contre qui on joue. Donc ça va encore une fois dépendre un peu de Nantes. Mais la dynamique est pour Rennes. La dynamique est pour Rennes. La dynamique est pour Nantes. Pour Nantes, excusez-moi. Alors entre les deux équipes, je veux bien dire que c'est pour Rennes, mais par contre en ce moment, c'est pas clairement pour Nantes. La dynamique est pour Nantes qui reste sur 3 victoires, alors que Rennes reste sur 1 victoire, 1 défaite et 1 nul. Mais Nantes est devant au classement pour le moment au goal average. Pour revenir un peu sur le changement, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir repassé Rongier en 10, parce qu'on rappelle que sous Ranieri, il jouait 10. Là, depuis le début de l'année, il était 6. Il revenait chercher les ballons entre ses deux défenseurs centraux. Donc ça change tout. Et puis Rongier, c'est un joueur, on sait que c'est l'enfant de Nantes, c'est celui qui est adulé par les supporters, etc. Donc dans un groupe, quand lui adulé, voilà, quand dans un groupe un joueur comme ça n'est pas bien, et bah mine de rien, ça se ressent. Et pour le contraire, quand lui est au top, et bah il peut le faire ressentir aux autres. Et du coup, tout le monde est un peu dans la même dynamique et ça se passe très bien en ce moment pour le FC Nantes. Bon, j'ai une petite surprise à vous dire juste après, une petite surprise qui est très très mauvaise. Ce qui s'est passé en District 2 juste avant, on va parler du match entre, oui, c'est une très très mauvaise nouvelle, entre Saint-Etienne et Angers. Saint-Etienne, ça y est, la marche en avant est repartie, 4 buts à 3, Lucas. Exactement, un Saint-Etienne qui fait un superbe match.
Une belle victoire à domicile, ça faisait longtemps pour les Verts qui n'avaient pas marqué autant de buts face à une équipe d'Angers. On connaît Angers, c'est assez défensif. Je rappelle les buteurs, juste au passage, Loïs Diony, Mathieu Debuchy, un but contre son camp de Vincent Manceau et Romain Amouma pour Saint-Etienne, alors que Mateo Pavlovic, Fabien Tay et Stéphane Bauken ont marqué pour Angers. Une belle victoire, et au classement du coup Saint-Etienne se replace à la 5e position alors que Caen est 15e. Ouais, pour le coup on n'a pas vu de match parce qu'on était en studio, mais ça avait l'air On préparait cette émission. Ça avait l'air Quentin. d'être d'une folie totale, et puis c'est bien pour je vois Romain Amouma 89e, ça va lui faire du bien, lui qui a un peu de mal depuis le début de saison, enfin depuis même l'année dernière, qui revient pas, qui a pas tellement une place, qui a pas sa place, et là il rentre et il marque. Loïs Diony, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas marqué, il a 2 buts cette saison, donc c'est intéressant pour lui. C'est vrai, c'est intéressant. Mais tout de même, on voyait sur nos écrans que dès qu'Angers marquait, Saint-Etienne remarquait tout de suite après. Donc est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi mentalement du côté d'Angers, parce que ça commence à être compliqué pour les Angevins. Ou un problème de talent, défensif. C'est assez lourd, hein. Romain Thomas, Mateo Pavlovic, c'est des grands défenseurs d'un 90 très lourds. Vincent Manceau, C'est des profils type Ligue 1 en fait. Exactement. Mais moi j'aimerais bien mettre en parallèle la défense de Saint-Etienne. Neven, Subotic, Loïc Perrin qui prennent encore 3 buts. C'est assez compliqué, Julia. Oui, Là, non, c'est mais je suis totalement d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de... Parce que Loïc Perrin, moi je sais qu'il a beaucoup contesté sur les réseaux sociaux par les supporters de stéphanois. Ils sont durs quand même avec Loïc Perrin. Ouais, mais Loïc Perrin, c'était il y a 2 ans. C'était Il y a 2 ans, on en parlait en équipe de France. Et 2 ans, on disait même qu'il pouvait peut-être prendre la place de Laurent Koscielny, de Raphaël Varane quand il se blesse à l'Euro 2016. Maintenant, Loïc Perrin, pour moi, c'est pas un boulet pour son équipe, ça serait méchant, mais il a, je trouve, mauvais cette saison. Il sortait du lot les années précédentes parce que c'est un de ces rares, on va dire, en Ligue 1 en tout cas, défenseur central à relancer propre, à essayer toujours de regarder le jeu, etc., de pas faire n'importe quoi. Et là, c'est un peu plus dur. Il a quoi? Il a 38 ans? Non. Je vais te dire ça tout de suite. On va regarder, on va vérifier ça. Tout de suite. Il a 33 ans, Loïc Perrin. 33 ans. Normalement, à 33 ans, on est encore en forme, mais... Après, Neven Subotic l'aide pas beaucoup. Hein. Franchement, c'est moi qui a suivi Neven Subotic en étant de la même origine que lui, le Serbe. À Dortmund, c'était un super défenseur, mais dès qu'il s'est fait les croisés il y a 2 ans, il n'arrive pas à revenir à son niveau, il n'arrive plus à accélérer. Et il est vraiment pas aidé dans le jeu dans la profondeur. Hein. C'est compliqué pour Saint-Etienne derrière. Bon, moi je vous propose de faire un petit retour au niveau des classements pour Saint-Etienne. Ça fait 5e ce soir, juste avant le match entre Montpellier et Marseille. On y reviendra juste après avoir parlé de Champions League et d'Europa League. Après, c'est Nantes qui passe à la 10e place, qui double Bordeaux-Rennes, justement, dont on parlait et dont on parlera encore tout à l'heure. Angers redescend à la 15e place. Et puis Guingamp s'enfonce et s'engouffre en même temps que l'AS Monaco avec seulement 7 points. Julia, ça te fait réagir, toi, de voir Guingamp plonger comme ça? Je sais pas si ça me fait plus réagir que Monaco, hein, parce que justement c'est les 2 derniers, et je pense même Égalité de points. Je pense même que c'est encore plus important de parler de la chute de Monaco. Guingamp, on va dire que c'est un petit peu moins étonnant, c'est pas du tout pour les critiquer, mais c'est vrai que Monaco, c'est vraiment la crise là. Ils s'en sortent plus, et justement ça va être intéressant de voir ça même en Ligue des Champions. On en parlera juste après, justement, mardi. de Monaco, hein, juste après en parlant de la Ligue des Champions. Mais ouais, même pour Guingamp, c'est compliqué. On n'a pas l'habitude de voir ça avec Antoine Camboy, qui est quand même un bon coach de Ligue 1. Ouais, c'est ça, mais va falloir se dépêcher, va falloir se réveiller, parce que là les deux ils sont à 7 points. On voit que le 17e est à 11, donc bon, on sait qu'en Ligue 1 ça va très très vite, mais Guingamp ils ont qu'une victoire, Monaco ils ont qu'une victoire, donc bon. Est-ce que même pour Monaco, on vient de me demander le pronostic pour qui veut aller en 2e division, est-ce que pour vous Monaco a des chances d'y descendre, ou selon vous, Quentin, quels sont tes deux, pardon, je vais réussir à tutoyer, quelles sont tes deux équipes qui descendent? J'aurais dit Guingamp et Caen. Après, à voir ce qui va se passer dans la saison. Je pense que Monaco ils descendront pas. Faut rappeler Henry vient d'arriver. Il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Il y a plein de choses qui ont été chamboulées, même pour les joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés et qui ont été blessés au début de saison. La Ligue des Champions, elle sera plus là à partir de novembre, donc ils vont être concentrés que sur le championnat. Ronny Lopez est de retour. On sait que c'était l'homme fort l'année dernière. Il plantait but sur but en fin de saison. Il a fini à plus de 10 buts. Ouais, il met 7 sur 7 matchs de suite. Il met un but l'année dernière. Pendant 7 matchs, il met un but. C'était l'homme en forme. Il y a aussi le jeune Italien qui va revenir. Pietro Pellegrini, oui. Donc à voir. Et je pense qu'une fois que Thierry Henry aura tous ses joueurs à disposition, il réussira à mettre un système plus convaincant que ce qui se passe. Mais bon, c'est donc malheureux. Les deux descentes, Guingamp et Caen. Mais c'est très dur, hein. Encore une fois, c'est des pronostics pour faire des pronostics. C'est impossible de se prononcer maintenant. Mais justement, c'est juste pour voir un peu la forme du moment. C'est juste, je dis pas oui, voilà, c'est mais des là, équipes qui descendront. Guingamp, ça va être compliqué. Ouais, alors du coup, pour vous, Julia? Ouais, moi je pense pareil. Enfin, pour Guingamp, ça va être compliqué là de remonter, parce qu'encore Monaco, c'est quand même de base un
un gros club, voilà, arrivée d'Henry, etc. Guingamp, c'est pas du tout pareil, ça a moins ça a moins d'ampleur en France, donc c'est un moins gros club que Monaco, donc je pense que Guingamp, ça va être beaucoup plus compliqué de remonter. Après, ça c'est clair. Juste Monaco, en fait, on est là à dire que après Henry, on n'en sait rien. Pour l'instant, ça a rien changé. On est là à dire que Monaco a une bonne équipe. Non, mais d'où un joueur comme Samuel Grand-Cyr va te faire gagner un match. D'où un joueur comme Pietro Pellegrini qui a 18 ans va te faire gagner un match. Henry compte beaucoup sur Falcao aussi. Non, mais il y a pas de souci. Mais Falcao, 33 ans, il n'accélère plus comme avant. Il a pas autant de fer. Il est encore blessé. Il est sur le banc. Un Yuri Tillmans qui n'apporte pas toutes les promesses. Un Nasser Chadli qui n'a pas joué de la saison dernière. Il est revenu qu'à la Coupe du Monde, Chadli. Et son seul fait d'armes, c'est le but contre le Japon. Donc, d'où on peut dire que Monaco est sûr de sauver. Alors, je le pense aussi, mais personnellement. Henry serait le sauveur, justement. On peut pas le savoir. Il a jamais eu de poste de. C'est un risque qu'a pris Vadim Vassiliev de prendre Thierry Henry. Moi, j'aurais pas viré Leonardo Jardim. Il connaissait son équipe. Il était en difficulté, mais il connaissait ses joueurs. C'était ses choix. Maintenant, Thierry Henry arrive sur un terrain très compliqué, c'est très glissant le terrain. Après, ça semble glissant. Pour revenir à ce que tu as dit, Lucas, moi je suis tout le temps d'accord avec toi, tu le sais. Là, pour Monaco, je trouve que quand même, pour une équipe de Ligue 1, ils ont pas du tout un effectif. Certes, ils ont un effectif moins bon qu'avant. Ça, c'est une certitude. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs. Mais quand t'as Radamel Falcao, Golovin, Pellegrini, Subasic, Chadli, Ronny Lopez, Jovetic, Sidibé, Tillmans, Glick, etc. Même si on sait que Glick, depuis le début de l'année, c'est une galère, etc. Que Sidibé, il arrive pas à revenir. C'est surtout un problème de niveau. C'est pour ça que Henry a un truc à jouer si, encore une fois, on lui donne du temps et on lui laisse sa chance sur le long terme. Sauf que c'est ça, pour l'instant il connaît pas encore ses joueurs. À 7 points, faut se dépêcher, mais à combien on descend en Ligue 1? On dit 40-42. Voilà. Pour sauver 40-42, on dit en général. 7 points. Il reste encore beaucoup de saisons, ça va très vite. On peut même parfois ça joue en 45. Oui, attention, c'est que on sait pas ce qui peut se passer parce que derrière ça gagne, c'est tellement homogène cette année que voilà, c'est très compliqué. C'est une équipe comme Monaco, c'est aussi sur des dynamiques. Vous savez, il suffit qu'ils aient un calendrier un peu plus favorable pendant 4-5 matchs. Et voilà, ils en gagnent 4-5, c'est de la confiance, ça revient, c'est du foot, ça va très vite. Donc je pense pas qu'il faut tirer sur Monaco, il faut leur laisser du temps. Mais bien c'est vrai sûr, que on va pas commencer à tirer. La Ligue des Champions justement. C'est vrai que c'est très compliqué pour eux. C'est dommage. Mais ça va, la Ligue des Champions, comme a dit Henry. Il l'a souligné, c'est pas du tout un problème en fait. C'est justement, ça va me permettre à moi de tester des systèmes, de tester des joueurs, de faire jouer des jeunes, etc. On avait à Bruges, c'est une fin malheureuse pour eux, même si c'est parce que je pense qu'ils méritaient mieux, mais ça leur a permis de se révéler et de jouer un peu plus. Donc vous voyez Monaco même pas terminer 3ème du groupe, vraiment derrière Bruges, 4ème, pas de Ligue Europa. Je les vois moins forts que Bruges. Ouais. Il y a le match retour, on en parlera. Attention, on en parlera tout à l'heure. Commencez pas à spoiler ce qui va se passer, messieurs. Pardon. Ou sinon c'est moi qui vais me fâcher. Bon, justement, on en parlera juste après avoir écouté Tout oublié. C'est Angel et Pierrot et Elvis sur Dynamique Radio. Il est 19h08. Oui, nous aussi, des fois, on a envie de tout oublier comme Angel. Et puis, non, messieurs, vous avez des choses à nous annoncer? Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ce qui s'est passé ce week-end, District 2, des coups de fusil ont été entendus juste après un match. Des supporters sont rentrés sur un terrain suite à un arbitrage apparemment pas assez bon et un score qui ne leur revenait pas. Donc, des coups de feu ont été entendus lors d'un match de District 2, comme je le disais justement, entre Vénissieux et Givors. Voilà, une victoire 2-1 de Vénissieux. Et selon même le club où se sont passés les problèmes, cette intrusion a été bien gérée par le club, mais elle a dû engendrer des provocations qui ont dégénéré par la suite. Un dirigeant du club de Vénissieux a reçu un éclat de balle quand même dans la jambe. Alors il aura qu'un hématome sûrement, comme a pu le dire la police, mais un éclat de balle, on en vient loin quand même pour le football. Là ça devient grave, Quentin. Bah ça va un peu trop loin quoi, et puis en dehors du fait qu'il est mal ou pas, c'est psychologique quoi. C'est des choses qui choquent, c'est des choses qui dérangent, c'est des choses qui font de la peine, mais bon, c'est un problème récurrent. Là on en parle et on essaye de mettre en lumière ce genre d'événement, mais c'est très 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 récurrent dans le football moderne. Mais c'est bien le problème, c'est qu'on le voit en plus, et puis on lit beaucoup d'articles sur le fait que des arbitres de district ou même un petit peu au-dessus, régional, ils ont du mal parfois à retourner arbitrer parce que voilà, se faire insulter tous les week-ends alors que les gars en face de lui sont sûrement pas ils sont peut-être moins bons sur le terrain que lui qui est en tant qu'arbitre. Donc des fois c'est compliqué aussi. On voit que c'est déjà très compliqué d'arbitrer au haut niveau, alors imaginez à niveau plus bas. Enfin, on est directement influencé. Vous êtes arbitre, faut savoir que vous arrivez tout seul. Généralement vous arrivez tout seul, vous venez, vous connaissez vos assistants, ça y est, ils arrivent, vous êtes tous les trois. Si vous allez jouer dans des endroits où c'est un peu chaud, où les équipes elles ont des trucs à jouer, où elles ont envie absolument de l'emporter, elles vont essayer de vous pousser psychologiquement, et je suis pas sûr que les arbitres soient vraiment bien préparés. Est-ce qu'il faudrait s'intéresser aux formations qui passent, etc. À combien de matchs ils font? Est-ce qu'ils sont envoyés? Est-ce que c'est au hasard? Est-ce que c'est des arbitres qui sont prêts, qui sont envoyés dans les zones les plus on va dire dangereuses?
Je sais pas. Et il faudrait une expérience en soi, parce que même les arbitres d'expérience, c'est compliqué Non, d'aller dans. Faut dans vraiment ce les genre respecter, d'endroit. ces arbitres, c'est très 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 compliqué de. Enfin, je pense qu'il y a des arbitres, mais c'est même une certitude, qui vont arbitrer la boule au ventre en fait tous les week-ends. Et là, ça va, ça va. C'est très grave, mais c'est pas parti très très loin. Ça aurait pu être plus grave. Il y a eu déjà, de graves quand même. violences entre Ah oui, supporters. Il y a eu de très très graves violences entre supporters. On ne sait pas exactement le nombre de blessés qu'il y a pu avoir. Donc si, c'est parti très loin quand même. Ouais, bah. Après, c'est aussi au club de gérer leurs supporters, quoi. T'es un club, tu veux organiser des matchs, que ça soit dans n'importe quelle division. On tape souvent sur les grands clubs comme Paris. Paris, c'est un exemple, mais sur les supporters. Donc si on le fait au niveau professionnel, faut le faire aussi au niveau amateur. Je suis désolé. Je suis pas sûr que ce soit possible en fait. Je suis Bah oui, même mais pas sûr parce C'est que très compliqué, généralement. mais est-ce que Lucas, tu te rends compte du nombre de matchs qu'on a le Généralement, week-end généralement, les directeurs de club, en plus, ils sont focalisés sur les enfants, ils essaient de mettre plein de choses en place pour les gosses, qu'ils aient des tournois, etc. L'équipe première, c'est souvent de l'autogestion, en fait. En tout cas, pour le district, c'est souvent des équipes qui gèrent tout seul. Il n'y a pas vraiment de grandes choses mises en place. Donc c'est à la Ligue de prendre ses responsabilités. c'est à la Ligue de prendre- et donner des fonds au club amateur. Et puis pour le football, de toute façon, c'est culturel, hein, on va pas se mentir. Hein. Vous allez voir des matchs de district au basket. Je suis vraiment pas sûr que ça parte en Mais rêve dans les tribunes, c'est ça aussi. Ça peut partir de temps en temps, mais c'est très 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 rare. Il faut qu'il y ait c'est quelque ça, chose entre c'est les. ça. Alors que là, au football, on sent que même si les deux équipes, c'est la première fois qu'elles s'affrontent, il y a toujours une tension, un tac qui peut Bah, un c'est peu ça, mal c'est- passer dans la tête d'un joueur. Julia, ça vous fait un peu. Moi, je pense que c'est pas forcément un problème au niveau de la formation, parce que là, vous étiez en train de dire peut-être qu'il fallait plus préparer les arbitres à ça, etc. Et je pense que c'est pas forcément la formation en elle-même à essayer de plus les préparer mentalement. Je pense aussi que c'est au niveau des règles de comment les arbitres sont traités en fait pour les petits districts, des trucs comme ça. En fait, ils sont pas du tout respectés les arbitres. Ah oui, en fait, bah, ils c'est ça, sont mais- pas du c'est ce tout qu'on dit. considérés comme Mais des arbitres. Ça rejoint, comme, ça rejoint ce que je disais, c'est un peu culturel en fait. Moi je me souviens très bien quand on joue au foot, mais après je C'est un prends problème de mon culture, exemple là, hein. personnel Ouais. parce que c'est Non, celui mais qui me c'est un vient, bon qui me vient en exemple. première idée, mais je me rappelle très bien, dès qu'on avait moyen de mettre un peu la pression sur l'arbitre, Bien on sûr. la mettait parce qu'on est là pour gagner, on Mais est, donc on dans est ce des cas-là, enfants. c'est peut-être pas forcément au niveau de la formation de l'arbitre en fait qu'il faudrait Bah changer si, parce quelque que chose. faut, Ce sera au niveau du regard de comment. Ah mais faut les préparer. Faut les préparer, il faut leur dire là tu vas aller là-bas, on va pendant 90 minutes, tu vas entendre des l'arbitre machin chouette, l'arbitre à la fin t'inquiète même pas, on a repéré, t'as une 306, ça va très vite, hein, il repère un peu qui est l'arbitre, il regarde quand t'arrives sur le parking, ça va très très C'est vite dommage. et c'est très facile de mettre la pression quand Donc on est il faut 50 le dans dire, les il faut le dire justement, il faut le dire. Hein. Il faut vraiment arrêter ce genre de problème parce que ça va à l'encontre du football. Et si un jour, parce que c'est ce qui peut arriver, on sait qu'il y a beaucoup de moins en moins d'arbitres. Et ce qui peut arriver Bah, à un ça moment donne donné, pas envie, en fait. on peut pas faire de l'autogestion. C'est impossible d'avoir un arbitre totalement neutre s'il vient d'un club ou d'un autre. Ça on le sait. On a tous au moins arbitré une fois. Lucas, je pense que tu es tout à fait d'accord avec moi là-dessus. Non mais je suis totalement d'accord, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on nous répète on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion et au final on se rend compte que c'est le foot devient un terrain d'expression de toute la violence qu'on a toute la semaine au travail, tout ce qu'on a tout ce qu'on a envie de remettre sur notre côté personnel, bah ça passe au foot, alors que c'est du sport, ça devrait être une heure et demie de joie, de fête, que ça soit dans la première division, deuxième division, 10e division, ça devrait toujours être pareil, et qu'on joue dans le 93, qu'on joue au fin fond de la région parisienne, de la région 45. lyonnaise, n'importe où, ça devrait jamais arriver parce qu'au final ça reste des hommes qui n'ont pas le même maillot mais ils ont la même passion que nous, c'est le football, Ouais, et mais ils sont là pour travailler Et et le pour souci, c'est s'amuser que en c'est même ça, temps. c'est que maintenant les arbitres ils n'ont plus forcément envie d'y aller en fait. C'est un petit peu, ils y vont Voilà. à reculons et c'est même plus un plaisir en fait. Bon, on va retourner dans la joie et la bonne humeur. À la fin de l'émission, on vous parlera de Champions League et d'Europa League. Je vous propose d'aller dès maintenant sur la page Facebook du Sport en Bref pour réagir et savoir de quelle équipe vous voulez qu'on parle principalement, mais pour donner de la joie de vivre à tous nos chroniqueurs. Maintenant qu'on a parlé de fêtes comme ce qui s'est passé hier donc dans le Rhône, pardon, on va écouter Derzakarian, lui qui a l'habitude de sourire et de donner beaucoup de réactions aux médias. C'est un match important pour nous, c'est un match important pour eux. Voilà, aujourd'hui on est 3 points devant eux, on a envie de rester au nez et voilà cette ambition-là. Ouais. Ah voilà, il avait l'air heureux, hein. En tout cas. Comme c'est- d'habitude, hein, un c'est match la joie de important. vivre. Hein. C'est un match important pour nous, c'est un match important pour eux. On sait pas ce qui peut se passer, il faut marquer, il faut Merci, gagner. monsieur, merci, merci, monsieur Derzakarian. Vous l'aimez beaucoup, Clément? Moi j'adore Derzakarian, il a donné beaucoup de plaisir à toute ma jeunesse nantaise. Non mais ça va être un match très intéressant hein, pour le coup, hein, parce que Montpellier sont 3e, Marseille est 6e. J'ai les compos probables si ça vous intéresse. Ah bah il est faux. Ça vous intéresse? Après c'est les probables. Hein. C'est Ouais, les c'est les probables. problèmes parce qu'on sait jamais, Mitroglou peut rentrer. Donc, ce qui est annoncé pour le moment à quelques heures du match, exactement, c'est à 21h à 1h40 du match, c'est Mandanda, Sarr à droite, donc ce qui sera à la place de Hiroki Sakai, Rami, Camara, Amavi, Lopez, Strootman, Gustavo devant la défense, donc Gustavo qui a retrouvé sa place de milieu de terrain aux côtés de Strootman, aide de Maxime Lopez, Thauvin sur la droite, Payet sur la gauche et Gaëtan Germain, n'importe quoi, et Valère Germain en pointe. Du côté de Montpellier, ça serait Benjamin Lecomte, Aguilar, Congré, Hilton, Kozao, Yongo,
Todibo à la défense enceinte comme d'habitude, Skiri Le Talek devant la défense, Mollet en 10 avec Laborde et Delors en pointe. Bon, place au direct juste messieurs, parce que j'ai une réaction intéressante. Pardon, excusez-moi, qui va intéresser également Quentin. La réaction de Karen Khachanov suite à sa victoire contre Djokovic. Voilà, on parle juste du tennis quelques instants avant de revenir sur ce Montpellier-Marseille. Donc la réaction de Khachanov est la suivante. Je suis fier d'être le premier russe victorieux ici depuis Nikolai Davydenko, je le prononce bien, en 2006. Ça, Davydenko. Et fier d'inscrire mon nom à la liste des vainqueurs de ce tournoi. Je n'ai pas joué tant de finales que ça, mais 4-0, c'est une bonne stat. C'est impressionnant, il a souri après avoir dit ça, voilà, c'est ce que nous révèlent nos confrères de l'équipe. Alors 4-0, il vient d'où ce 4-0 exactement ? Tu peux me la relire ? Alors il me dit, je n'ai pas joué tant de finales que ça, mais 4-0. Ah, parce qu'il a joué 4 finales, il a gagné les 4. En fait, à chaque fois qu'il a été en finale, il s'est imposé. Donc à Moscou, à Marseille, on l'a dit, à Bercy, et sûrement l'année dernière, il avait dû gagner un titre. La suite de sa phrase, je comprenais pas tout, heureusement que vous êtes là Quentin, sinon je serais perdu. Traducteur de tennis. C'est ça exactement, je pense que pour se rapprocher encore du top 10 et pour y entrer, il faut vraiment jouer une saison très consistante, et je suis fier de ce que j'ai fait cette année. Je dois continuer sur ce chemin. On revient tout de suite au football. Montpellier, Marseille. Ce soir, oui, vas-y Quentin. Je voulais juste dire sur Khachanov, non mais c'est très intéressant en fait ce qu'il dit, c'est à l'image de comment il est sur le terrain. C'est un joueur qui est très serein, qui dégage beaucoup de sérénité, beaucoup de charisme. Et encore une fois, il dit que voilà, ça va être long pour arriver dans le top 10 en fait je le trouve très lucide et c'est de bon augure pour la suite pour lui. Voilà, c'est bon, on peut passer au football. Voilà, on peut passer au football maintenant du coup. Lucas, Montpellier-Marseille, pour vous, qu'est-ce qui vous tente le plus là ce soir ? Est-ce que c'est vraiment le match que vous attendiez ce week-end ? Bah, en fait, je trouve que c'est une très belle affiche. Montpellier qui fait un très bon début de saison, 12 journées, qui est dans le haut du classement et face à Marseille qui doit se remettre de sa défaite face au PSG. Maintenant, je pense que c'est pas un match pour les amoureux du football parce que je pense qu'il va pas avoir beaucoup de buts avec Montpellier à domicile qui est assez costaud, qui vient de perdre en plus en coupe 3-0 contre Nantes. Donc je pense qu'ils vont vouloir vite remonter la pente. Face à une équipe de Marseille qui, comme je l'ai dit, va devoir se redresser après sa défaite face au PSG. Une défaite pas forcément... mérité, j'ai envie de dire, parce qu'ils ont fait un match correct, ils ont su tenir ils ont tenu longtemps et longtemps les Parisiens ont douté, heureusement qu'il y a l'entrée de Kiki. Ouais. Kiki de crochet à gauche, crochet à droite, frappe. Voilà, merci. Ah, Julia, magnifique cette voix. Vous êtes prêts ? Ok, donc la semaine prochaine, notre jingle change et c'est Julia qui chante. Petite chronique chanson. En tout cas, match intéressant entre deux philosophies différentes, entre deux coachs avec une philosophie vraiment différente, donc match à suivre. Mais moi, j'ai un petit Udinese AC Milan qui m'intéresse, donc je vais switcher entre les deux. Mais enfin une compo de Marseille qui nous a l'air cohérente. Parce qu'il y a eu pas mal de blessés en défense au début d'année. Là, on commence à voir quelque chose qui s'installe. Sakai un peu plus souvent sur le banc, avec Sarr qui est maintenu à droite. Camara Rami, est-ce que c'est pas la charnière qui va être là toute l'année ? Quid de Caleta Tchar, acheté 18 millions d'euros. Ce mot, je l'attendais. Ouais. Je me suis dit à quel moment Lucas va dire quid. Je l'attendais, je vous jure, je l'avais noté dans un coin de ma tête. Donc quid de Caleta Tchar, acheté 18 millions à Salzbourg. 18 millions, c'est un investissement pour Marseille. C'est clairement un investissement. Donc, quand notre présentateur Clément Lebas nous parle de 8 millions d'euros pour Anthony Limombe, bah là, et qu'il en fait des cauchemars. Là, voilà. 18 millions pour Caleta Tchar qui est sur le banc. Voilà. Mais messieurs, moi je ne prends jamais je donne jamais mon avis par rapport au football. Après, est-ce que Amavi peut pas être remplacé par Sakai sur le côté gauche ? Mais la question est la suivante. Est-ce que Sakai ça suffit pas ? Parce que Sakai l'année dernière, je suis désolé, mais en Ligue Europa, heureusement qu'il était là, Sakai. Ah mais oui, je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je pense que c'est pas les latéraux le problème. Encore une fois, Amavi tient son poste en Ligue 1. Moi, ma question, c'est est-ce que Rami a toujours la capacité physique de jouer titulaire dans une équipe comme Marseille en Ligue 1 ? Vous, la supportrice de Marseille, Julia ? Non, je ne répondrai pas à ça. Je pense même justement, pour reprendre sur Sakai, oui, quand on voit même par rapport à la saison dernière, où il avait été très 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 important. Sinon, c'est surtout intéressant, je pense, du côté de Montpellier, parce que comme disait Lucas, ils font un très très bon début de saison, 3e de Ligue 1. Donc je pense que surtout, pour les Montpelliérains, voir un petit peu comment ils se relèvent de leur défaite en Coupe de la Ligue, et justement parce que c'est surtout, il faut prouver contre les gros clubs, justement. Donc c'est ça. Donc Marseille est un gros club de Ligue 1 ? Bah écoutez, ils ont essayé de prouver contre le gros club de Nantes cette semaine, ils ont perdu 3-0. Voilà. On va pas non plus les négliger, les pauvres. Non, mais voilà. Non, c'est vrai que... à un moment donné, mais 3e de Ligue 1, c'est quand même... Non, mais c'est un test, moi, pour Marseille. Ouais. Pour moi, ce soir, c'est un test. Parce que Montpellier, c'est costaud, ça a perdu qu'un match cette saison. Et si Montpellier bat Marseille, ça prouve qu'ils ont vraiment des ambitions pour aller loin cette saison. C'est justement, je pense que c'est le palier un petit peu à franchir ce soir.
Et on vous le rappelle, vous pouvez aller sur la page Facebook du Sport en Bref pour nous dire quelle équipe vous souhaiteriez, dont vous souhaiteriez qu'on parle en premier. Pour l'instant, j'ai des paris. Je crois que ici c'est Paris, concrètement. Oui. C'est ce qui intéresse le plus J'ai- le monde du football. Je me permets, pour sortir un peu du foot, j'ai une petite news basket qui vient de tomber. Attention, on sort du Petite football. mise à jour transfert, je sais que ça intéresse beaucoup de gens en général. Butler. Non, c'est pas à C'est ce pas en niveau-là. NBA. Mais ça concerne ce Bronbron et les Lakers. Oh, ça Tyson- sent pas bon. Le pivot Tyson Chandler, qui joue aux Suns avec le français Eli Okobo d'ailleurs, va être coupé dans la nuit. Donc il va être enlevé de l'effectif des Suns. Donc il va être libre et il va signer aux Lakers pour être la Direct doublure. donc en NBA, on peut partir comme ça en pleine saison. Oh, il va être coupé, donc ça veut dire qu'il va être coupé, donc il va plus être dans l'effectif, mais les Suns vont devoir payer 80% de son salaire jusqu'à la fin de la saison. Parce Ah, qu'il lui. il avait un contrat d'1 an encore. D'accord. Bon. Donc il va signer chez les Lakers pour être la doublure de Javal Magui. On sait qu'ils avaient un problème au poste de pivot, c'est Ivica Zubac, le jeune croate qui jouait, qui n'a pas forcément encore la caisse pour jouer en NBA. Donc renfort intéressant défensivement pour les Lakers à partir de dans quelques jours. Bon, eh ben messieurs, très bien. Moi, je vous propose qu'on passe à un petit Jadjou Kalash. Et Allez. puis, on revient tout de suite après pour vous parler pendant une demi-heure. Quelle chance vous avez, une demi-heure de la Coupe d'Europe et de ce qui nous attend cette semaine. Je vous dis à tout de suite juste après ça. C'était Jadjou et Kalash pendant que Lucas est en train de servir à boire à toute l'équipe ici présente. Il est 19h30. On vous propose donc une demi-heure de sport européen. Juste, on va revenir sur les résultats cet après-midi, en tout cas en Ligue 1. Victoire de Nantes 5-0 sur Montpellier. Victoire de Saint-Etienne sur Angers 4-3. En ce moment, eh bien, il y a la Real Sociedad et le FC Séville qui se rencontrent 0-0 pour l'instant entre les deux équipes. On vous le promet, on reviendra avec vous s'il y a le moindre but. Vous aurez la chance de pouvoir entendre... Voilà, ça me plaît. Ça te plaît, Lucas, aussi ce soir? Ça c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Bon, pour revenir en Angleterre, Manchester City, ça s'est coupé sec d'ailleurs. Manchester City a battu 600 Southampton. Chelsea a battu 3-1 Crystal Palace. Pourquoi je vous parle de ces deux équipes? Parce qu'on va forcément en parler dans quelques instants. Et puis au niveau basket, juste il y a un match en ce moment, c'est le troisième quart-temps, 4ème minute de jeu pour le moment dans ce troisième quart-temps. Nanterre est en train de prendre l'avantage sur le Valois, mais ça risque d'être une fin de match exceptionnelle, Lucas. 57-52, ça s'annonce Ouais, vraiment bah, bon là-bas. C'est le derby, ça sent la poudre entre ces deux équipes qui sont censées être des très grosses équipes de cette Jeep Elite cette année. Bon, et j'ai pas le choix de faire place au Paris Saint-Germain, puisque c'est ce que vous nous demandez plus sur notre page Facebook, le PSG. Donc on va parler de ce groupe C, le PSG décevant depuis le début de saison en Ligue des Champions, défaite on le rappelle à Liverpool. Et puis match nul contre Naples. Alors oui, c'est facile de battre l'Étoile Rouge Belgrade, Julia, mais c'est beaucoup plus compliqué contre les grosses équipes. Oui, exactement. Là, cette année, c'est vraiment très très compliqué pour Paris. Le souci, en fait, c'est que le club parle énormément de son record de 12 victoires en Ligue 1. Et je pense en fait que ce record permet en fait au club de cacher un petit peu ses problèmes en Ligue des Champions. Ça cache la misère. C'est ça cache la misère. En plus, il y a quand même pas mal de soucis extrasportifs en ce moment avec la nouvelle révélation du Football Leaks. On a aussi Verratti qui avait Ça va été être important, arrêté. on va en parler juste pourra en après revenir, que vous en ayez parlé pour qu'on explique vraiment. Quentin, vous allez nous expliquer ce qui se passe exactement au niveau des Football Leaks. Je sais pas si je suis Bah alors, très dans ce cas, sur le sujet, mais j'ai un peu compris la globalité. Je peux vous en parler du coup. Il y a deux dirigeants de l'UEFA à l'époque, donc Michel Platini et Infantino, qui ont rencontré Monsieur Blanc, qui est le directeur sportif, me semble-t-il, PSG, c'est ça. du PSG, ainsi que Nasser Al-Khelaifi, lors d'un dîner où on a fait comprendre du côté parisien que en fait ça allait pas être possible que le fair play financier soit terminé pour le PSG, puisque son ennemi juré, l'ennemi du Qatar, qui a Manchester City, j'ai perdu le nom de l'ennemi du Qatar, qui est Excuse-moi. qui détient Manchester City. Altamine. C'est ça, donc voilà, et ils ne s'aiment pas énormément entre le PSG et Manchester City. Alors le Paris Saint-Germain et Manchester ont eu le même problème au niveau donc du fair play financier. Ils avaient exactement les mêmes le même amende à donner en tout cas à l'UEFA, et vu que Manchester City a fait descendre le prix de 60 millions d'euros à 20 millions d'euros, Paris a dit nous ne paierons pas 60 millions d'euros parce que vous êtes en train de nous agresser alors que vous ne faites pas ça à Manchester City, d'où cette affaire des Football Leaks, parce que Paris a fait passer en douce de l'argent qu'ils ont fait rentrer directement dans le club C'est des suppositions, de la part de l'UEFA, même si les suppositions de Mediapart sont souvent D'accord, mais de bonnes suppositions. Non, mais faut quand même être clair. Et donc du coup, ce qui fait que le Paris Saint-Germain aurait seulement payé 20 millions d'euros à l'UEFA.
Voilà. Après, c'est plein de chiffres, c'est plein de choses. Il y a énormément de documents. Je crois qu'ils ont étudié. Faut aller voir hein, sur ils ont Mediapart étudié parce des que milliers de l'article documents, c'est 6 mois de l'article est boulot. vraiment intéressant. Après, on n'apprend pas grand-chose, je trouve. Non. Non. On n'apprend Après, pas grand-chose. que des chiffres, en On sait que voilà, ils ont investi un peu trop d'argent, qu'ils doivent de l'argent. Mais bon, ça fait déjà pas mal de Mais- temps que je trouve que Paris est limité. Faudrait me fait peut-être bien un peu rire, les moi. laisser tranquilles. Mais En c'est fait. juste que C'est ça vrai fait un aussi. souci en Ça, plus c'est au mon club, avis. en C'est fait. une Non. entreprise. On a la chance d'avoir des Exactement. gars qui investissent Alors de l'argent attendez, dans parce un que c'est championnat très bon. comme la Non, Ligue mais 1. c'est très bon pour la France, je suis d'accord. Mais quand on est le Barça, quand on est le Real, quand on est le Bayern, quand Mais on est c'est- Manchester, je comprends aussi qu'on puisse dire non, c'est pas Mais normal par ce qui se exemple, passe à Paris. on parle du Real, mais le Real, c'est un club qui a le droit de s'endetter. Il y a des clubs comme ça En qui Espagne, sont on a le endettés, droit qui de ont été s'endetter. endettés depuis des années. C'est parce Manchester, qu'il y a eu l'historique et tout, mais je suis d'accord. Voilà. Moi, je suis Comment content- ils font pour revenir au ça. niveau des autres équipes? Comment ils font? Là, on a la chance. La chance. Après, je sais pas. C'est un autre sujet. Mais il y a des gens qui ont énormément d'argent dans ce monde, de par les inégalités, et ils décident de s'amuser un peu, d'acheter des clubs et d'investir de l'argent. Ils viennent investir à Mais Paris. faut en profiter dans le football, bien sûr, mais on peut pas se permettre non plus d'avoir des clubs qui sont dans le négatif. Non, si eux ils peuvent se le permettre, pourquoi? Est-ce qu'il y a des entreprises auxquelles on n'autorise pas d'investir? Ça existe pas, ça. On est Il d'accord. y a pas de loi. Si ça existe, pourquoi ce serait comme ça dans le football aussi? C'est un peu. Parce que c'est le Paris Saint-Germain, parce que c'est les Qataris. C'est ça pas attire que le Paris beaucoup- Saint-Germain, Je pense que vous City savez et très le Paris bien, c'est Saint-Germain. Manchester Je pense que City c'est parce aussi. que c'est les Ouais, bah, Qataris. c'est- Je pense que c'est c'est la- parce que c'est au-dessus c'est. des Mais bien Qatar, sûr, c'est mais tout. en fait, je pense que est-ce que ça dérange pas l'UEFA que les partenaires financiers viennent Qu'il n'est d'ailleurs pas- que d'Europe? Parce qu'ils n'ont pas la main. Parce qu'ils n'ont pas la main, ils n'ont aucune influence sur ces investisseurs-là. Parce qu'ils commencent à payer, ils ont Bein Sport aussi, on a d'autres chaînes télé qui D'ailleurs, commencent à arriver. il y a eu des suppositions aussi comme quoi c'était Nicolas Sarkozy qui avait Ouais, conseillé c'est d'ouvrir Beansport et en contrepartie il aurait la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui, non, mais après, c'est une histoire de chiffres, c'est une histoire d'argent. Zidane a aidé, par contre, on le sait, hein, dans le dossier Platini. Qatar 2022. Zidane Non, aussi. Zidane aussi. On Donc verra. voilà, tout est à faire. Même pas sûr que cette Coupe du Monde soit maintenue. Moi, ça me fait bien rire au le fair Qatar. play financier. On voit des clubs comme Manchester United depuis 3 ans qui investissent des millions sur le marché des transferts, n'être jamais inquiété. Mais comme c'est Manchester United et que c'est un club depuis 50 Qui ans est très riche. qui règne sur le planète football, Qui au niveau sont de son très aura et pas forcément au niveau de son jeu, et ben on leur dit rien. Comme c'est le PSG, le petit niveau, faut bien par taper contre, sur alors quelqu'un. non, juste une question. Si le PSG faisait une demi-finale ou une finale de Ligue des Champions, ce qu'ils sont incapables de faire actuellement. Ah bah Actuel- non, je- clairement, cette non, année, non. Je parle juste actuellement, je parle bien sûr pas dans le futur parce que c'est un club que je respecte énormément et comme tout Français qui se respecte, je suis bien sûr supporter du PSG en Ligue des Champions. Mais est-ce que le fait que Paris ne soit pas capable ou n'ait pas été capable dans les années passées et même été décevant au moment des quarts de finale ou huitièmes de finale ne fait pas aussi que l'UEFA préfère taper sur le PSG plutôt que sur un Real Madrid ou un Barça Mais qui non. va souvent en demi-finale? Déjà, Ça l'UEFA, c'est joué à rien en plus. l'UEFA ne Bah oui, mais Contre justement, le Barça, ça se joue à rien. mais ça je ne sais passe pas. pas. Je sais pas s'ils font exprès de taper dessus, je sais pas trop. C'est Ouais, moi- c'est compliqué, on moi, sait pas tout en plus. On sait C'est- pas tout. c'est- il y a non, c'est plein pour de ça, choses d'où qui ma sont- moi, il y a question, un d'où ma homme qui question. me fait bien rire aussi, c'est Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole. Ah mais lui il aime Lui, il vraiment est pas le PSG. exceptionnel. Il était dans les. Il fait que de les non, mais il tacler était encore. dans les malversations pour la venue de Neymar à Barcelone. Il a été cité dans le dossier qui est une des plus grosses affaires d'escroquerie au niveau d'un montage Ouais, financier pour ouais, faire ouais. venir un joueur. Pour esquiver le fair play. C'est le président d'une ligue qui a la ligue la plus endettée de toute la planète football. Il vient donner des leçons à un club qui a investi et qui a beaucoup d'argent. Avant, je dis pas que Paris est totalement clair. Il y a sûrement des choses qui sont pas claires. Quand on achète 180 et 220 millions de joueurs, il y a sûrement des choses qui ont été faites pour se prémunir contre certaines intrusions dans les comptes. Maintenant, balaye devant ta porte avant de venir. Pour revenir au directeur sportif parisien qui a d'ailleurs annoncé que si ça continuait, ils allaient jouer avec les règles. C'est-à-dire qu'ils allaient faire acheter des joueurs au Qatar à des sommes extraordinaires et qu'ils allaient les prêter au Paris Saint-Germain pour esquiver ce fair play financier. Donc si on en vient à faire ce genre de choses et que les joueurs ont même plus les titres, etc., ça va devenir ridicule. Donc autant qu'on limite, Ça va enlever notre amour du football. un petit peu, mais qu'on laisse les équipes Mais qui dans peuvent ces investir. cas-là, qu'ils aillent jusqu'au bout de leur idée, donner 50 millions à chaque équipe, et puis voilà, mais ça tuerait le football comme on le connaît aujourd'hui. Ce serait C'est pas bête dans leur d'avoir intérêt. des joueurs prêtés de partout. Le Ouais, but- ouais, le but- c'est ce qu'on risque de voir. Le but d'un investisseur de donner de l'argent à un club, c'est de faire prévaloir son image. Pourquoi aller donner 50 millions à chaque club, comme tu dis, on s'en fout de donner 50 millions à 3, avec tout le respect que j'ai pour 3 ou pour des clubs comme ça, mais c'est pas leur intérêt. Et s'ils ont été vers Paris, c'est parce que c'est la capitale de la France, c'est parce que Paris est en C'est clair. C'est Ça un attire, tiers. ça attire. bien sûr. Et puis il n'y a pas eu enfin je veux dire, c'est pas non plus grotesque. Bon là les derniers montants sont grotesques, Ah mais oui, parce que non, depuis mais 3-4 ans ça a complètement pété. Mais quand ils sont arrivés il y a 7 ans,
ils ont pas racheté une Dream Team 10 joueurs Pas à du n'importe tout. qui. Non, Enfin, pas c'est du pas tout. possible. Ils ont quand même toujours essayé de respecter les règles. Bien Après, sûr. ils les ont sûrement contournés. Ils ont sûrement fait en sorte que ça aille un Oui, peu mais par comme leur sens. beaucoup, Mais en comme fait, tout le monde en fait. comme tous les grands Mais clubs. Quand c'est dans alors, votre attendez, intérêt, vous attendez. essayez de faire des Parce choses. que là, on peut dire c'est dans tous les grands clubs, mais ça c'est totalement anormal. Qu'on Oui. soit d'accord, c'est Oui, totalement mais alors, anormal. il C'est-à-dire faut que tous les mais si sanctionner c'est pareil. anormal parce que les petites équipes derrière elles ne peuvent pas se permettre de faire ça. C'est qui les Alors, petites équipes bah, les petites équipes, les autres équipes de Liga qui pourraient pourquoi pas espérer de vivre également, les autres équipes de Première Ligue, je pense également. Dans tous les parce que sports, il y a une hiérarchie. mais Everton, tous les sports, imaginons il y a une Everton, hiérarchie. ça commençait à venir il y a quelques instants et c'est ce qui a bouffé Everton, Mais c'est Everton, le ils fait ont que de l'argent l'argent. Non, mais a été au-dessus, là- mais ça s'entend. Là, je trouve que tu soulignes quelque chose de très intéressant. C'est vrai que ces investissements-là et ces milliardaires, ils peuvent un peu punir les clubs de 7e, 6e, etc., qui du coup sont incapables de garder leurs gros joueurs, donc comme par exemple Lukaku, Everton, etc. Mais après, ça nous offre des compétitions de gala et des matchs de gala avec les meilleurs joueurs du Et monde sur le dans même ces terrain. cas-là, je suis Quentin, d'accord. pourquoi ne pas faire une grande Coupe d'Europe C'est qui ce qui dure est- toute la Il y a saison d'ailleurs eu. et puis, il y a des rumeurs, on hein, oublie, sur ça. on oublie le football actuel, on oublie tout ce qui s'est passé avant, on fait notre ligue comme en NBA et puis terminé. Ouais, mais c'est Mais pas possible, ça juste- génère trop d'argent partout pour tout arrêter. Mais ça en génère encore plus pour l'UEFA si Non, mais ça en générerait encore plus que pour encore une élite. Et là, par contre, ça crée au scandale parce qu'il y a beaucoup de supporters de petits clubs Ouais. partout dans le monde, hein, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, même si c'est en France un peu moins, mais on voit, voilà, par exemple, vous êtes pour le FC Nantes qui maintenant je ne suis mais pour plus personne. Je ne sur suis le devant de la je ne scène, suis pour personne. ce serait Quentin. détruire le J'accepte football. de toutes Menteur. les équipes françaises. J'aimerais ce juste serait détruire le football que de faire ça. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que vous disiez juste avant, sur les gros clubs qui prennent le pas, alors qu'on a notre... Oui, il y a des problèmes de régie des fois, qui se ça lance. arrive. ça Non, arrive, juste, ça arrive. excusez-moi, pour revenir sur les gros clubs qui prennent le pas sur les petits clubs, Mediapro, celui qui vient d'acheter les droits de la Ligue 1, vient d'acheter 1,3 milliard les droits de la Ligue 1. Si le PSG n'était pas en Ligue 1 avec Neymar et Mbappé, est-ce que ce groupe espagnol aurait racheté la Ligue 1 aussi cher? C'est sûr que non. À qui va profiter cet argent? À tout le À monde. tous les clubs de Ligue 1. Pareil pour la Première Ligue. Pourquoi la Première Ligue? Ah non, mais là, non, mais attends. on est totalement en train Non, de mais faire voilà. du débat là. Bah non. 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 Mais non, mais bien sûr, ça aide les petits clubs, mais dans ces cas-là, qu'ils arrêtent de mettre de l'argent à droite à gauche. Qui m'arrête de mettre de l'argent de droite à gauche? Mais non, mais c'est parce que dans ces cas-là, je comprends que Paris donne de l'argent aux petits Paris ne clubs. donne pas de l'argent. Mais non, mais C'est- ils donnent de l'argent par l'intermédiaire des télés, c'est là où je veux en venir. Mais par contre, quand ils essayent de passer leur amende sous la table, etc., qu'ils essayent de faire baisser les prix, dans ces cas-là, on peut pas faire et l'un et l'autre, il faut rester totalement réglementaire. Mais ça, on sait Là pas où ce qui je veux s'est en vraiment venir. passé. On peut pas en juger. On sait pas vraiment ce qui s'est passé. On sait pas. Non, mais c'est sorti il y a 3 jours. On ne sait pas, pardon, ce qui s'est passé. Donc, s'il y a eu des malversations, il faudra peut-être en reparler à ce moment-là et en tirer des conséquences. Maintenant, sur le fait de dire que ça déséquilibre totalement le rapport de force, peut-être, mais ça profite aussi à des clubs comme, je sais pas, comme les Reims, tout ça, qui vont profiter à partir de l'année prochaine du 1,3 milliard d'euros de droits télé. Et ça peut donner des envies à d'autres investisseurs de venir en France. Exactement, en a on l'a vu vendu avec ça. Monaco, avec Lille. Monaco, Et avec d'ailleurs, Lille. le prochain investisseur signe mardi et ce sera Pour un Bordeaux. américain pour Bordeaux. Et Saint-Etienne, pareil, il y a un groupe américain qui est sur compte investir Saint-Etienne. de l'argent. Bon messieurs, on va revenir au terrain, on va parler de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Désolé, on a un peu dévié. D'abord, on va vous passer l'homme pâle avec 70, mais on revient tout de suite pour vous parler de l'Europa League et de la Champions League. C'était l'homme pâle et son fameux album, sa fameuse chanson pardon 70, un âge qu'il n'atteindra apparemment sûrement jamais. En tout cas, on De espère par voir. son rythme de vie. C'est ça, de par son rythme de vie, pardon. Juste, on va faire un dernier point sur les résultats qui sont en ce moment. 73-62, voilà, Nanterre qui a pris les devants contre le Valois lors de ce troisième quart-temps. Le quatrième commence à l'instant. 0-0 toujours entre la Real Sociedad et le FC Séville. Voilà pour les matchs qui sont actuellement. On est un peu en retard, on va passer très rapidement sur l'Europa League, juste pour vous dire que à 18h55 pardon, auront lieu les matchs Dynamo Kiev contre Rennes, Rennes qui joue sa survie concrètement contre le Dynamo Kiev. La Lazio de Rome reçoit Marseille, c'est pareil pour l'OM. De toute façon, les trois clubs français en Ligue Europa, c'est compliqué La pour eux. Lazio qui vient de gagner 4 ans contre la Spal en Serie A aujourd'hui. Et qui est vraiment en forme, donc Marseille doit aussi taper fort ce soir contre Montpellier, vous l'aurez compris. Et puis Bordeaux reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg également pour sa survie, mais en tout cas Marseille et Bordeaux c'est quasiment fini pour la Ligue Europa. Il n'y a plus de chance que pour Rennes, et encore il faut s'en sortir contre le Dynamo Kiev, c'est pas fait du tout. Marseille a 1 point et 3ème, alors que le deuxième la Lazio a 6 et que Francfort a 9, donc Marseille perd ce soir, c'est terminé. On a parlé du Paris Saint-Germain tout à l'heure contre Naples. Lucas, vous aviez 2-3 petites choses à nous rajouter quand même sur ce PSG là contre le Napoli. Oui, bah on l'a vu, c'était une rencontre compliquée à l'aller avec Paris qui s'est fait prendre 2 fois dans la profondeur.
Moi, je pense que Paris, ça y est, c'est remobilisé. Le match contre Marseille, le match contre Lille, on a vu qu'à la fin, les joueurs étaient très contents de cette victoire. On a vu les joueurs tous partir voir la tribune, tous ensemble. Donc c'est peut-être le déclic, ce match contre Lille et ce match contre l'OM. Deux victoires pas forcément très aisées, mais deux belles victoires. Et je vois bien Paris aller s'imposer à Naples, même si on sait que Naples. C'est le temps d'avoir le une ambiance- déclic. C'est pas Lille et l'OM, quoi. C'est ça le. Oui, mais c'est non, pas mais les c'est Lille, c'est mais- le moment d'avoir le déclic. Quand Le même. problème, c'est que Comment Naples. Là, ça ils commence sont- à être urgent d'avoir ce déclic. Oui, bah, oui. oui. Ah, Et c'est en plus, c'est maintenant ou jamais. Naples est en forme en ce moment. Oh, Ils sont également. troisième en Serie A. Avec un Dries Mertens, attention les yeux. Ouais. Oui, mais Mertens, Il en a c'est mis, signé. c'est- il en a mis 3 ou 4 vendredi. Un Trois. triplé. Il fait il met un triplé. Il a mis un mais, triplé. mais en fait, ils étaient totalement en rodage. Ils ont mis un peu de temps à s'adapter au système d'Ancelotti et là, ils sont totalement adaptés. Ils sont totalement en phase. Ils jouent en équipe. Ils sont très costauds. On l'a vu quand ils sont venus au très Parc bons. des Princes. Mais Paris. À chaque fois qu'ils jouent en championnat, ils sont très costauds. Paris, ils adorent la Ligue des Champions, etc., etc. Attention à ce match. Mais Paris, ils peuvent battre qui ils veulent du moment où ils sont concentrés et sûrs de leur force. Donc pour toi, c'est favorable à Paris. Pour moi, Mardi. c'est favorable. Moi, je pense à Paris. que après, c'est très dur. On connaît. Si jamais c'était facile de pronostiquer surtout le foot, sur un match on comme serait ça. tous millionnaires. Mais ça va être très dur pour Naples et pour Paris, pardon. Et je pense que Ça risque d'être dur pour Naples aussi. Je pense qu'on risque Mais de oui. voir un très très bon Un match. très très beau match, c'est le match à suivre. Et Ah, puis de l'autre toute match façon, de la soirée, juste, je vais te laisser finir juste après, Julien. C'est Étoile Rouge Belgrade contre Liverpool. Tu voulais revenir sur le match entre Non, Naples et c'était Paris. juste pour dire que c'était le groupe le plus intéressant de Ligue des Champions parce que c'était celui où les points étaient les plus serrés et que pour l'instant le suspense restait entier jusqu'au bout, quoi. Et c'est jamais facile Ce d'aller au groupe, San Paolo. C'est ça. Et il n'y a que Paris qui n'a pas battu un des trois gros. Ils sont les trois gros. Donc Liverpool, Naples et Paris. Il n'y a que Paris qui n'a pas gagné Donc lors des confrontations. Donc, Rien c'est n'est maintenant. joué, hein, C'est encore. maintenant, c'est maintenant. Ouais. Ah bah c'est maintenant qu'il va falloir y aller et c'est comme Monaco. On va revenir tout de suite sur Monaco, messieurs. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant ou jamais. Pour non pas aller en huitième de finale de Ligue des Champions, mais pour atteindre, Lucas, la Ligue Europa. Et bah Monaco qui va recevoir le Club Bruges après le match nul il y a quelques semaines face à ces mêmes Belges. Ouais, et match encore une fois avancé. Un match à 18h55 C'est pour ça. ceux qui ne savaient pas. Alors ouais, ça c'est la nouvelle chose mise en Deux place. matchs à par la- 18h55 par et le reste à l'UEFA. 21h. Encore une fois, on parlait d'argent avec les Football League, c'est un peu dans la même logique. Hein, toujours Ouais. pour Bon, faire de on va l'argent. rester sur le Mais bon, terrain cette bref, fois. oui, donc Monaco qui reçoit les Belges, Monaco qui vient de perdre en Ligue 1 encore une fois, et Monaco qui va essayer de compter sur la Ligue des Champions pour se relancer. Objectif, si on est logique, la 3ème place. Hein, je pense que maintenant ça commence à sentir mauvais pour la phase finale. L'Atlético est à 6 points, le Dortmund à 9. Monaco n'a marqué que 2 buts, en a pris 6. Ils sont toujours devant au goal average face à devant Bruges, mais bon, moi je pense que ça peut le faire face à Bruges, qui n'est pas forcément une équipe très référencée. Si, comme on disait tout à l'heure, en fait, s'ils arrivent à se relever en championnat, ça peut être très intéressant d'être en Ligue Europa. Exactement. Parce que du coup, s'ils sont, Haut du panier. s'ils sont dans le ventre mou entre la 7ème et la 13ème et qu'ils savent qu'ils vont pas descendre, ils vont pouvoir mettre toute l'énergie nécessaire pour jouer la Ligue Europa. Après, s'ils sont un peu plus dans le rouge, qui galèrent, qu'Henri arrive pas trop à se mettre en place et qui sont aux alentours de la 16, 15, 14, ça peut être plus compliqué pour se concentrer sur cette Ligue Europa. Mais Non. c'est-à-dire que dans ce cas-là, pour vous, Henri, c'est déjà quasiment. Enfin, vous êtes sûr qu'il soit encore là la saison prochaine pour vous Ah parce bah, que à, c'est quoi, ça à, quoi, aussi. à quoi bon l'avoir pris, quand on prend Oui. quelqu'un comme Thierry Pensez- Henry qui a été champion du monde, qui a été Alors, avec la Belgique, etc. Question, donc, Dans du tous coup, les cas, il resterait à Monaco. du coup, je sais pas, Monaco- je sais pas, Monaco- je suis pas dans la tête du président. Monaco mais qui je- met beaucoup d'argent, selon vous, ne serait pas capable donc pourrait pas virer Thierry Henry comme ça. Parce que pour moi, je pense qu'il est capable de pas passer Alors, Noël, Henry. moi je pense que c'est au niveau du symbole qu'ils peuvent pas le faire. De tout ce que représente Thierry Henry pour l'AS Monaco. Il peut pas Pour ce qu'il a partir fait au au bout club, de je pense 3 mois. qu'il est venu avec des, impossible. il est venu avec Mais, des certitudes. Il est bien peut-être- sûr, mais il est bien venu sûr, avec mais des je suis pas certitudes. sûr On n'est que pas les dans Russes les pensent petits que- papiers. Non, mais là, à un moment donné, je veux bien, mais il faut des résultats. Parce que si à la trêve hivernale, il est 18ème, il saute à Noël. oui, bah, Enfin après, c'est pas non plus de sa faute. Il arrive dans un club qui est limite, qui est en miettes. Si ça prend 3 mois pour redresser, bah ça prendra 3 mois. Il va rester jusqu'à la fin de la saison, il prendra le temps qu'il veut. Moi je pense que s'ils font ça, ils coulent le club. S'ils le virent, S'ils le virent et qu'ils remettent quelqu'un Il d'autre, coule le club. Ou alors, il trouve un génie. Claudio Ranieri. mais Pourquoi pas qu'est-ce qu'il viendrait faire à Monaco? Bah, il- le retour à le Monaco. retour de oui, Ranieri. Ouais. Oui, mais génie ou pas, en fait, je pense que ça changera rien là. Génie Mais ou non, pas, ça- Ah non, mais là, en c'est fait, des c'est qu'il faut joueurs. rentrer dans la tête des joueurs. Faut leur parler. Je pense qu'il y a d'abord des C'est ça. psychologues. Mais je pense à appeler. on Mais oui, verra, hein, mais je il pense peut. qu'Henry Ah, mais est capable s'en sortir. de les aider. On va pas quand même tuer l'ours avant de l'avoir tué. L'autre match de ce pool, c'est l'Atlético Madrid cette fois qui reçoit le Borussia Dortmund. Alors que Julia est en train de se moquer de moi. Faites attention, ça peut être votre dernière émission, Julia. Non, pardon, je dirais pas. Très très Je beau suis match pour très Dortmund sérieux. qui a mis 8 buts, qui en a pas pris un pour le moment en Ouais. Ligue des Champions. Et 0 but 4 encaissé. Non mais juste Julia, on va commencer par vous du coup. 4-0 au match aller entre Dortmund et Non, mais Lucas voulait dire quelque et chose. Madrid. Et Madrid 4 buts à 0. Donc c'est vraiment là la vengeance de l'Atlético Madrid. Vengeance, je sais pas, là déjà, oui, c'est Dortmund sera déjà premier, c'est certain.
Après, Lucas, qu'est-ce que tu voulais dire dessus? Non, vas-y, c'était pour. Vas-y, Non, vas-y. Bah après, ils sont à 9 points, hein, Dortmund. Ils C'était sont à sur 9 la points, finale. Atletico, ils sont à 6. Tout est encore jouable dans ce groupe. Ah oui, mais non, mais c'est moi, je Et, parlais juste de vengeance par rapport au match aller où il y a eu 4 ça va Oui. être, de toute façon, ils vont le prendre totalement comme ça, le match. Ça va être une vengeance. Là, Simeone, on sait très bien que c'est un entraîneur qui essaie de motiver ses joueurs par tous les moyens. Bon, au-delà de tout travail tactique qu'il met en place, il va leur dire, par contre, vous avez pas honte. Vous en avez pris 4 là-bas, vous êtes fait humilier. Là, ils viennent chez nous. Je vous préviens, les gars, c'est pas possible. On perd pas, on gagne. Donc, à voir s'ils vont réussir. Ils ont l'effectif pour mettre en danger. Et puis, c'est Dortmund, même s'ils font un excellent travail depuis le début de l'année avec Lucien Favre. Attention à ce match qui peut être déterminant parce que l'Atlético, ils peuvent pas le perdre celui-là. Bon Lucas, une chose à dire quand même parce que l'Atlético Madrid on la suit depuis quelques semaines et là il y a eu un match nul contre Leganés, un but partout. C'est pas non plus la meilleure façon d'entamer une campagne, enfin un quatrième match de Ligue des Champions. Non mais c'est sûr. Après Dortmund, j'étais en train de vérifier justement là pendant que mes collègues étaient en train de parler. Ils n'ont pas perdu un seul match depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. 7 victoires, 3 nuls en Bundesliga. Ils ont gagné les coupes, ils cartonnent en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe très en forme qui n'a pas du tout perdu de la saison. Et 30-10 en championnat, 30 buts pour, 10 contre. Donc c'est clairement un match à suivre mardi soir. Meilleure attaque et deuxième meilleure défense de Bundesliga avec un Jadon Sancho qui sort de nulle part depuis la fin de l'année dernière. Qui est monstrueux. Il a même mis Pulisic sur le banc. Parce que Pulisic de moins c'est en un moins. très bon joueur, Pulisic aussi. C'est un très très bon joueur. Énormément de qualité technique. Sancho, qui je le rappelle est sorti du centre de formation de City, qui n'a pas été retenu. Et il a recommandé Brahim Diaz, celui qui a mis un doublé en coupe face à Fulham, sur la victoire 2-0 de City. Il a recommandé aux dirigeants de Dortmund Brahim Diaz. Donc, d'aller voir ce que ça donnait exactement. Du côté de on sait que Dortmund c'est un club formateur. Marocain. On sait que voilà, ils ont pris beaucoup de Français, ils prennent beaucoup de jeunes, ceux qui avaient recruté Ousmane Dembélé. Donc Dortmund ça va être intéressant. Très bien, on va revenir sur la dernière équipe française. Lyon reçoit Hoffenheim et là c'est pour faire le trou de la part des Lyonnais, Julia. Lyon 5 points, Hoffenheim 2 points. Voilà, s'il y a victoire lyonnaise en terre française, eh bien ça sent bon pour la qualif en 8ème. Oui, c'est surtout que Lyon a mis la barre très haut pour leur premier match de Ligue des Champions contre City. Et je pense que du coup, c'est un petit peu remonter les attentes, c'est ça. On a beaucoup attendu de cette équipe lyonnaise. Et non, je pense que là, c'est quasiment fait. City et Lyon vont passer. Si tu penses que City et Lyon vont passer, quasiment fait. Alors attention, parce que Lyon est capable de perdre à domicile contre Hoffenheim. Le seul souci, c'est que Lyon peut très bien faire un match impressionnant contre City et après perdre contre plus petit, justement. C'est la surprise un peu. Excuse-moi, Lyon perdait 2-0 contre Shakhtar avant de faire match nul. Ouais. Et Lyon contre Hoffenheim, alors 3-3, ils sont égalisés à la fin. Mais si on a enlevé 3 buts, le contenu du match est atroce. Ils n'ont pas le ballon du match, ils perdent 37% de leurs passes sont ratées. C'est catastrophique le contenu du match. Ils marquent sur 3 buts. C'est des mini-offrandes de la défense de Hoffenheim. Donc de dire que c'est quasi fait alors qu'ils ont seulement 3 points d'avance et encore 3 matchs à jouer, je te trouve très optimiste. Ça reste compliqué. Et puis en plus, on l'a vu ce week-end, ils ont fait un contre Bordeaux. Eux-mêmes l'ont dit à la fin, c'était une galère. Ils n'arrivent pas à se mettre en place. Voilà, c'est comme d'hab avec Lyon, quoi. Fekir, une fois c'est bien, une fois c'est pas bien. Fekir qui revient de blessure, mais qui a joué 60 minutes. Ouais. Un peu, ça commence à être un problème quand même récurrent. Est-ce que ça serait pas du coup du fait de est-ce que ça ne pourrait pas être du fait de Bruno Genesio, ça? Moi, je suis pas un partisan de Bruno Genesio depuis de Bruno Genesio. Je veux bien aussi qu'on soit pas partisan, mais bon, les résultats de Lyon n'ont quasiment jamais été comme ça depuis que Lyon est en Ligue 1 quand même. Parce qu'ils ont mis des moyens ces derniers temps et parce que Jean-Michel Aulas, avec son stade, etc., a permis des investissements dans le club. Donc, qui dit qu'avec d'autres entraîneurs, ça aurait pas été pareil, au moins pareil. Là, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas de base sur lequel se reposer. Il n'y a pas de base tactique, il n'y a pas de match. Rémi Garde. Non, Rémi Garde, de toute façon, il est indisponible. Non, mais on peut pas. En tout cas, je préfère les matchs de Rémi Garde juste avant. Moi, sur le terrain, tu préférais Quentin voir. Je préférais avoir une équipe lyonnaise sous Rémi Garde que sous Genesio. Parce que sous Genesio, je sais pas ce qu'elle est en fait. C'est juste ça. Il n'y a pas de base, il n'y a pas de. Moi, je pense après, en termes de qualité technique, je pense que l'équipe est meilleure maintenant. En fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'avec l'effectif actuel, n'importe quel coach pourrait faire comme Bruno Genesio en fait. Je pense qu'il est sauvé par le talent que son équipe a. C'est-à-dire Fekir, Dembélé, Tanguy Ndombele, tous ces joueurs-là, c'est des joueurs de très haut niveau, et même Fils de Paille. Mais je pense que n'importe quel coach pourrait faire pareil. Moi, je pense qu'il est temps pour Lyon de passer l'étape au-dessus et de vraiment redevenir le Lyon des années Juninho qui tapait le Real Madrid, etc. Parce qu'ils ont l'effectif. C'est l'objectif de Jean-Michel Aulas. Pardon. C'est clairement l'objectif de Jean-Michel Aulas pendant que Lucas est en train de casser tout le plateau. Là, il a dit qu'il allait avoir. Je pense pas. Même s'il l'a toujours soutenu, il a dit qu'il allait avoir combien. Je sais plus c'est combien. 80 millions pour l'année prochaine. 80 millions pour l'année prochaine. C'est pas mal, 80 millions. Même si maintenant dans le monde du football, on sait que les joueurs sont extrêmement chers, mais c'est surtout les gros joueurs. Après, est-ce qu'il va avoir le choix? Tanguy Ndombele est très courtisé. Nabil Fekir devait partir à Liverpool, il est resté, mais ça. Les 80 millions, si Fekir et Ndombele s'en vont, c'est et puis Memphis
qui n'arrête pas de dire qu'il veut partir. Par contre, je pense que Lyon, pour le coup, Non, ils je vont être pense obligés de vendre. Après, c'est ils surtout vont pas une vendre pression. tout le monde parce qu'ils vont pas être décimés, ils vont pas faire comme Monaco, c'est pas l'objectif du club, mais ils vont vendre au moins un gros joueur. S'il y a un Nabil Deux ou Fekir, trois. s'il y a un 80 millions pour Nabil Fekir, il lâchera que Nabil Fekir. 80 millions après une nouvelle blessure au genou. Après, est-ce que des gars comme Ndombele, ils vont pas avoir des Une envies dernière- d'ailleurs par Lyon? Pardon, je sais pas. On arrive à la fin de cette émission. Je vais revenir sur les différents matchs qui vont avoir lieu en Ligue des Champions. Ça sera mardi et mercredi, juste le temps de me mettre à la page pour tout vous dire. Donc un match intéressant, on l'a dit, l'Atlético Madrid reçoit le Borussia Dortmund. L'Inter de Milan reçoit le FC Barcelone, match attendu également. On le sait, le Paris Saint-Germain se déplace à Naples. Tous ces matchs seront à suivre mardi soir. Et pour mercredi, on aura le droit au match retour entre la Juventus Turin et Manchester United. On peut également mettre un petit clin d'œil sur le Victoria Pilsen qui va recevoir le Real Madrid. Premier match de Ligue des Champions pour le nouveau coach. On n'a pas eu le temps d'en parler, Quentin, je suis désolé. C'est pas grave, la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, on pourra en reparler. En tout cas, merci d'avoir été là ce soir, Quentin. Bah, merci à toi, Clément. Merci à nos deux chroniqueurs aussi. Ouais, merci C'était, Lucas c'était très également agréable. d'avoir été là. Merci de nous avoir éclairé sur la NBA. Merci à vous de m'avoir accueilli aujourd'hui. J'ai pas de profil gauche à la radio, mais c'est pas mal. Et puis merci également à Julia d'être venue avec nous aujourd'hui, de nous avoir également éclairé sur la F1 et donc le pourquoi du comment Hamilton a pu emporter ce nouveau titre. Merci Julia. Bien, merci à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine puisque le sport ne s'arrête jamais. Nous n'arrêterons pas non plus. À la semaine prochaine. Profitez bien sur Dynamique Radio.